Je travaille à fond pendant mes années d'études et puis après je profite pendant 50 ans ou soit l'inverse. Et je leur dis pour rire, non mais au pire je passe toutes les épreuves en fin d'année. J'arrivais au cabinet entre 7h30 et 8h. On m'envoyait donc une bonne heure de travail. Le midi, je travaille une demi-heure. Et plus le soir, de 19h à 1h, en fait, je travaille tout le temps. Si vous travaillez, vous serez prêt, vous serez plus stressé. En fonction de son humeur, il faut adapter les matières. Aller chercher vraiment le détail, entonnoir. Je vais cibler mes révisions sur tel point, en fonction des matières. Apprendre les écritures, ça sert à rien. 80% de l'examen, c'est sur le gros. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, là, t'as fait une erreur, t'as perdu du temps à lire tout le bouquin. Tu gardes la même logique, c'est-à-dire toujours faire ce que t'aimes. Si un jour j'ai envie de faire du droit, je fais du droit. Tous les jours comptent et jusqu'au dernier jour, en fait. C'est de se dire, ok, là, il y a les résultats du DSCG le 10 décembre. Le 10 décembre au soir, est-ce que t'es capable de te regarder dans la glace et de te dire, je suis allé dormir? Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Nouvel épisode, nouvelle masterclass, une fois n'est pas coutume, où nous allons aujourd'hui aborder une espèce de petite performance assez singulière. Et quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit, ce serait utile d'en savoir un peu plus. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Salas Gordo. Tu es auditeur, junior, tu as validé ton DCG. Mais la petite particularité, c'est que tu as validé ton DSCG en 3 mois, donc du coup, après avoir obtenu ton DCG. Comment on fait pour arriver à cette expérience quand on sait que les taux de réussite dans le DCG et DSCG sont relativement bas? Eh bien, le but, c'est d'avoir une masterclass concrète pour savoir comment tu as fait. Bienvenue Alban dans cet épisode de podcast. Merci Nicolas. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, mais j'aime bien poser une question à chacun de mes invités. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans la filière compta-gestion? C'est quoi qui t'a ramené ici? Alors la filière compta-gestion, c'est toujours une filière dans laquelle j'ai voulu entrer dès le lycée. Moi, je n'étais pas forcément un élève qui aimait beaucoup le cursus scolaire classique, Ok. avec toutes les matières générales. Et dès le lycée, je m'intéressais un petit peu aux livres de comptabilité, de gestion, etc. Je me suis dit, il faut que j'aille dans le monde de l'entreprise parce que ça m'intéresse, c'est concret, il y a de l'échange, etc. Et oui, c'est vraiment concret par rapport au monde d'aujourd'hui, de tout le temps en fait, parce que tout est basé sur les entreprises à mon avis. Ok, mais du coup, alors juste avant de rebondir, est-ce que dans ton entourage personnel, il y a quelque chose qui t'a permis d'arriver à cette conclusion? Tu sais, parce que quand on est jeune, on est au lycée, on voit pas tout ça. Qu'est-ce qui t'a quand même montré que ça, c'était ce qui se passait dans la vraie vie? Mais alors, je pense que j'ai pas forcément eu de discussion qui m'a permis d'arriver à cette conclusion claire, mais j'ai un père qui est expert comptable et donc forcément, j'ai toujours un petit peu baigné dans ce milieu et j'ai toujours vu travailler, etc. Donc forcément, à un moment, ça vous donne des idées Ouais, je vois. et ça vous donne envie d'aller vers ce milieu-là. Donc, C'est hyper intéressant. Comment tu le vois et comment tu l'as vu, toi, ton papa? Parce que j'imagine que ça fait depuis longtemps qu'il est expert comptable. Euh, c'est quoi du monde extérieur que tu avais de son travail? Est-ce que tu trouvais ça stimulant? Est-ce que tu trouvais ça bien? Est-ce que tu le voyais jamais? C'était quoi un peu ton... Alors, moi, je le voyais comme il faut, j'ai envie de dire, pas assez, pas trop. Je l'ai surtout vu beaucoup travailler, en fait, souvent au téléphone avec les clients, etc. Mais là où ça vous apporte, en fait, une vision du monde de l'entreprise, c'est surtout les discussions à côté. On parle entreprise, on parle vente, on parle marge. C'est un petit peu bizarre, mais c'est des discussions qui peuvent revenir à table. Trop bien. Et quand on est curieux, qu'on a envie d'apprendre un petit peu plus par rapport à ça, eh bien, on a quelqu'un face à nous qui est professionnel et à qui on peut poser des questions. Donc, on va pousser le truc, on va s'intéresser. Et puis, si on se rend compte que ça nous plaît, ben, on va se dire, ben, je vais un petit peu suivre la voie. Trop bien. J'aimerais qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, j'ai accueilli ici dans ce podcast des étudiants qui ont très très bien réussi. Le DCG, il y en a qui l'ont fait en 9 mois, il y en a qui ont eu 18,51 de moyenne. Donc je pense que sur la partie DCG, on a une bonne base sur les conseils qu'on a pu apporter à nos auditeurs. Oui.
comment tu fais le DSCG en 3 mois? Alors, j'aimerais savoir concrètement, c'est quoi ton rythme de travail, mais quelle est la vision? Comment tu as pu mettre en place ce projet? Parce qu'on se pose forcément des questions. Comment tu fais pour le mémoire? Comment tu fais pour valider ton stage? Tout ça. Et puis, est-ce que finalement, on a suffisamment de temps pour réviser? Raconte-moi un peu l'envers du décor pour qu'on puisse se projeter dans ta vie au moment où tu as décidé de faire le DSCG après le DCG. Oui, alors justement, pour passer le DCG en si peu de temps, il y a 3 choses. Il y a l'anticipation, il y a la stratégie et le travail. Alors l'anticipation, je pense que c'est un des points les plus importants. Justement, tu parlais des étudiants en DCG, c'est hyper important déjà de se mettre sur de très solides bases. Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de notions en DCG qui viennent du DCG, où si on a bien compris ces notions en DCG, ça va être beaucoup plus facile à appréhender en DCG. Et ça vaut pour à peu près toutes les matières, en fait. Donc, l'anticipation, ça veut dire, OK, c'est mon projet pour plus tard pour le DSCG. Donc, je commence vraiment à construire des bases solides, à avoir des cours, structurer les cours, ne pas uniquement aller aux examens et à la dernière minute les réviser, parce que là, après, c'est fini, vous oubliez tout. Et pour le DSCG, il reste plus rien. Quand tu commences le DCG, est-ce que toi tu te dis je fais ma licence et on verra, ou alors tu te dis je fais ma licence et je vais aller au bout? C'est quoi ta vision déjà? Alors, parce que tu parles d'anticipation. Alors déjà c'est très très marrant ce que tu me dis, parce que juste avec les quelques échanges qu'on a pu avoir en amont par mail pour organiser cet épisode, etc., j'ai senti une phase de structuration et d'anticipation chez toi dans ta manière de communiquer. Et donc je me suis dit, j'ai analysé ce signal faible et je me suis dit, je suis sûr qu'il a déjà utilisé ça dans le cadre dans le cadre de sa préparation. Je sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment-là. Tu veux dire vouloir savoir comment ça va se passer, que ce soit structuré? Exactement, en fait. Ouais. Exactement. Parce que j'ai l'habitude avec tous ces invités que j'ai pu avoir, et il y a quelques typologies d'invités avec une forme de structuration. Et en fait, cette structuration, juste dans l'épisode, du coup, je le retrouve dans la construction du parcours très souvent. Ouais. Donc, ça me fait je vais pas dire que ça me fait sourire, mais en tout cas, ça me surprend à moitié, en fait, ce que tu me dis. Mais alors, c'est vrai que dans ma vie en général, j'aime que tout soit cadré, je veux que ce soit planifié, tac, l'heure, machin, comment ça se passe, faut que ce soit carré. Trop bien. Maintenant, ce qui va être un petit peu étonnant, c'est que quand j'étais en BTS, parce que moi j'ai commencé en fait en BTS. Ah oui, d'accord, donc c'est pas DCG, ok. Oui. J'ai fait mes 2 années de BTS, ensuite la 3e année de DCG en initiale. Il restait donc les 7 matières qu'on n'a pas en équivalence. Et ensuite, donc, le DSCG par la suite. Ah, donc ça veut dire que toi, tu as fait quand même les 2 années de DCG en une seule année. Parce que traditionnellement, quand on fait le DCG avec le BTS, le BTS, c'est l'équivalent comme si d'une année du DCG, et puis après, on fait année 2, année 3, finalement, quand on est à l'école. Oui. Toi, tu n'as pas fait ça, tu as fait en une année. J'ai fait en une année, oui. Ah, ok. Mais j'avais passé des matières un petit peu durant le BTS aussi pour pouvoir justement m'alléger cette 3e année. Ah, ok, d'accord. Du coup, alors c'était quoi ta stratégie? Parce que j'ai plein d'étudiants qui se posent toujours à la fois cette question. Donc on va repartir du coup un peu plus bas. C'est intéressant. Ouais. Donc tu fais ton BTS-CG, ta gestion, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. C'est ça. Et du coup, tu passes tout ton cursus et tu fais quoi comme UE supplémentaire en parallèle? Alors, durant le BTS, je sais pas encore que je vais aller en DCG. Ah, ok. Je le sais qu'à partir de la moitié de la 2e année de BTS. Je me dis, tiens, je discute avec la responsable de l'établissement dans lequel j'étais. Et puis, en discutant, je me dis, ok, tiens, je vais y aller. Et donc, c'était en février de la 2e année, je me dis, let's go. Je pars pour, au départ, je voulais en passer 6, sachant que faut repasser 2 épreuves de DCG à mon avis. L'intro à la compta et l'anglais, c'est 2 matières dans lesquelles on peut aller chercher beaucoup de points. Donc je me suis dit, je les repasse. Au final, les plannings ont fait que j'en ai passé que 3, à savoir intro à la compta, droit fiscal et c'était management. Ok. Donc, j'ai passé ces 3 matières et donc j'ai eu 3 mois pour les réviser, mais c'était suffisant. J'ai pu aller chercher des points d'avance. J'avais, je sais plus, 16 points d'avance sur les 3 matières, donc après, il restait plus que les autres, donc ça allait. Oui, alors pour la petite anecdote, c'est qu'effectivement, normalement, tu as l'équivalence de la comptabilité, de l'UE9 de compta. Ouais. Donc en fait, comme tu la révises en BTS, du coup, la réviser pour le DCG,
c'est pas un effort supplémentaire en fait. Ouais. Mais par contre, du coup, quand même, pour aller faire le droit fiscal et le management, bon, Alors, le droit fiscal, c'était pas forcément trop compliqué parce que en BTS, j'avais une prof, donc Madame Tournier, c'est à Bordeaux, Saint-Joseph de Tivoli, qui en fait faisait ses cours sans se limiter au programme de BTS. ok, je vois. Elle allait plus loin. Mhm. Et donc, quand je suis arrivé pour réviser le DCG, j'avais pas tant de notions que ça à apprendre. Peut-être ça se jouait surtout sur la théorie, parce que le BTS, c'est un peu moins théorique que le DCG. Il y a moins de cours. Enfin, moins de cours, plus de pratiques d'exercices. Voilà. Ok, je vois. Et donc, j'ai pas eu grand-chose à apprendre en plus. C'était surtout sur le management et la méthodologie du management. Ça me faisait très peur, ça, pour le développement. Ok. Justement, quand tu vas appréhender la révision d'une UE, comment tu t'organises? Comment tu te prépares? Alors, pour la révision du NUE, donc, au départ, ça va être, selon les matières, construction du cours et activation. Ça, je sais que tu en parles souvent, l'activation. Ah, bah ça me fait plaisir que tu Mais, me dis ce mot-là. oui, mais c'est hyper important, en fait. C'est avoir une première phase où juste, on ouvre le bouquin et on le lit. Mais ça prend pas... dans un premier temps, on ne demande pas à comprendre la notion ou quoi que ce soit, mais juste se dire, OK, de quoi ça va parler. Ok. Et ensuite, comme ça qu'on apprend le cours, on se dit ça, OK, j'ai déjà vu, enfin, je sais, j'en ai déjà entendu parler, etc. Ok. On va gagner du temps. Ensuite, il y a la phase essayer de comprendre ce qu'on attend de nous, en fait. C'est hyper important parce que, pareil, là, gain de temps. Aller chercher, il y a plein de choses, hein. Il y a le rapport du jury, il y a les annales, il y a l'expérience des anciens étudiants. Et chaque fois, on va pouvoir obtenir des informations pour se dire, je vais cibler mes révisions sur tel point, en fonction des matières. Je ne sais pas si j'ai un exemple à apporter. Par exemple, pour le management, on sait qu'il y a des notions qui reviennent très souvent. Par exemple, tout ce qui est Pestel, SWOT, etc. Ou pour le développement, on va pouvoir, en fonction des annales, des corrigés, voir des structures, pareil, qui reviennent souvent et se dire, OK, un petit peu, je vais construire un peu comme un template pour pouvoir arriver, gagner du temps et me dire, bon, ben, si j'applique cette forme-là, déjà, j'assure un certain nombre de points. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher enfin, ça dépend de chacun, hein. Il y en a qui veulent aller chercher les 18 dans toutes les matières et bravo. Mais de mon côté, c'était plus l'efficacité. On va valider les matières. Si on peut les valider à 13, 14, tant mieux. Mais l'objectif, c'est surtout valider les diplômes. Ok, très clair. Donc du coup, ça revient quand même un peu à ce que tu nous as dit tout à l'heure dans cette trilogie. J'ai bien noté hein, l'anticipation, la stratégie et le fait d'exécuter. Après, hein, il faut bosser. Tu Ah vois. oui, oui, oui. Donc là, tu as anticipé. La stratégie, c'est aussi tu regardes, ok, t'actives, comme ça tu sais de quoi ça parle. Ensuite, tu sais de quoi ça parle, tu vas aller chercher un peu la règle du jeu. Hein, on est évalué sur quoi, comment sont faits les sujets. Et puis après, tu dis, on va un peu modéliser les choses qui reviennent un peu tout le temps, la structuration. Et puis après, j'imagine que, est-ce que tu as un planning de révision spécifique, une semaine type, comment ça marche? Alors ça, c'est un petit peu le point qui gêne le plus d'étudiants. En tout cas, je parle avec d'autres personnes et c'est ce qui me dérange. C'est que j'ai pas forcément de planning, mais en fait, je travaille tout le temps. Donc, mais pour le coup, ça me paraît être hyper logique, mais c'est juste que j'aime ce que j'apprends. Donc, pour le coup, il n'y a pas de secret. Quand vous aimez ce que vous apprenez, y passer tout votre samedi, tout votre dimanche, peu importe. Parce Ouais, qu'en fait, c'est intéressant, c'est un plaisir. Et alors aussi, donc aimer ce qu'on apprend et avoir vraiment un projet de vie derrière. Un projet de vie, se dire, OK, je veux ça. Je veux pas uniquement passer mon diplôme comme ça, c'est bon, j'ai mon diplôme et je vais avoir un meilleur salaire. Parce que le meilleur salaire, OK, c'est alléchant, mais c'est pas forcément ce qui va vous motiver tous les week-ends pour être devant votre cahier. Mais si vous avez un projet long terme derrière, un projet de vie concret, eh bien, vous allez vous y mettre parce qu'en fait, c'est votre vie qui est en jeu. Masterclass, Alban. Pour information, tu as 21 ans. Donc, Ouais. je trouve que déjà, tout de suite,
en ayant vu passer derrière ce micro des gens qui sont à la tête de cabinets, qui font des millions, des milliards, qui ont 1000, 2000, 4000 personnes sous leur responsabilité, déjà je vois ton immense maturité. Franchement, masterclass. Et là, j'ai 2 éléments à apporter aussi à nos auditeurs. Moi, je rencontre plein de personnes qui gagnent 5 ou 10 000 euros par mois, net, et puis même plus, hein, beaucoup. Bah, ils sont dégoûtés de la vie, quoi. Donc en fait, l'argent, c'est cool, mais c'est le chemin qu'il faut apprécier. Donc quand tu mentionnes le fait que j'aime ce que j'apprends, et j'aime trop ce que m'avait dit un chef 3 étoiles. Il dit, il y a des gens qui font 8 heures par jour, ils ont l'impression qu'ils en font 15, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et puis nous, bah, écoute, on fait 15 heures par jour, on a l'impression d'en faire 8 parce qu'on kiffe, quoi. Mais c'est ça. Et donc, quand tu dis, bah, j'aime ce que je suis en train de faire, bah, du coup, ça fait toute la différence. Je trouve que c'est très, très bien. Parce que du coup, passer ton samedi, eh bah, c'est pas compliqué. Au contraire, tu prends même du plaisir à apprendre ce genre de choses. Ouais. Parce que tu dis que tu as un projet de vie. C'est quoi ton projet de vie, du coup, à toi? Comment tu te projettes, toi, aujourd'hui, à 21 ans? Qu'est-ce que tu veux dans, je sais pas, 10, 15, 20 ans? Alors, moi, le projet, déjà, c'est de voyager. Donc, déjà, de partir à l'international. Actuellement, donc, je suis auditeur junior. Et de rester dans le milieu de l'audit en cabinet. Mhm. Et puis, en fait, l'expérience de l'audit, je le vois comme un apprentissage. Donc, vraiment, faire quelques années, je sais pas, est-ce que ça va être 5, est-ce que ça va être 10 ans je sais pas encore, je vais peut-être me lasser au bout d'un moment. Et puis, une fois que j'aurai terminé cette expérience, moi, j'ai vraiment envie de me lancer. Alors, c'est un petit peu vague. Je sais que j'ai envie d'être autonome, de pouvoir monter mon projet, une entreprise, etc. Pourquoi pas avec quelqu'un. Voilà, je sais que moi, c'est l'administration, la gestion d'entreprise qui me plaît. C'est pas forcément le développement produit où je suis compétent. Donc, parfois, on peut s'allier avec d'autres personnes. Mais partir dans le monde de l'entreprise après, une fois que je me suis formé en audit. Maintenant, j'ai pas encore une vision claire, quel type d'entreprise je veux monter, etc. C'est dans longtemps et je me dis que j'ai encore le temps pour y réfléchir. Avant de repasser à la suite de la masterclass, puisque là, tu me tends la perche, ça fait depuis avril 2025 que tu es auditeur junior. On enregistre cet épisode mi-janvier 2026. Qu'est-ce que ça t'apprend l'audit? Et pourquoi être parti là-dedans direct? Est-ce que c'est juste comme ça? Ou alors il y a quand même, encore une fois, cette vision du début? Alors, il y a, je pense que la chose qui m'a donné le plus envie d'aller en audit, c'était les stages de BTS. Parce que j'ai eu la chance, et alors ça, je le conseille à tout le monde, vraiment. J'ai fait donc le stage de BTS, pour rappeler, c'est 2 stages. Donc 10 semaines éclatées en 2, entre fin de la première année et milieu de la deuxième. Et à la fin de la première année de BTS, ils m'ont dit, enfin le cabinet dans lequel j'ai fait mon stage m'a dit, ben on va te mettre en audit. Je lui ai dit ok, je connais pas, mais pourquoi pas. Et puis la deuxième partie de stage, tu la feras en expertise. Donc j'ai fait ces 2 stages et je me suis dit non mais l'expertise ça va pas être possible d'un côté parce que moi j'ai fait de la saisie en fait comme un étudiant en BTS peut faire, mais ça m'a vraiment dégoûté. Alors qu'il y a plein d'autres choses hyper intéressantes en expertise. Et au niveau de l'audit, eh ben, j'ai adoré. Et rien qu'en première année, ben, j'ai pu faire des choses qui étaient assez intéressantes. Alors, c'est des travaux un petit peu de base, hein, mais c'était intéressant. Et donc, je me suis dit, ben, je vais continuer sur cette voie-là. Et donc, après, j'ai postulé il y a 1 an dans un cabinet donc en CDI, un cabinet d'audit AJC à Bordeaux. Cabinet d'audit qui fait aussi l'expertise, mais de l'audit en partie. Et, et donc là, j'ai continué, j'ai eu ma deuxième expérience en audit. Et c'était exactement ce que je pensais. Je me suis dit, est-ce que c'est pas juste les 5-6 semaines de BTS qui m'ont donné l'impression que c'était vraiment intéressant? Ben non, j'ai continué, c'était encore intéressant. Et en fait, l'évolution en même pas 1 an, alors, faut surtout toujours rester humble et se dire qu'on a encore plein de choses à apprendre, mais aussi pouvoir regarder en arrière et voir tout ce qu'on a appris. Et c'est hyper intéressant en si peu de temps comment on arrive à que ce soit la lecture des comptes, on est beaucoup plus à l'aise, que ce soit des restitutions pour les clients, que ce soit la communication avec les clients, parce qu'en fait, on est toute la journée en train d'échanger avec eux.
leur poser des questions. OK, pourquoi il se passe ça? Là, qu'est-ce que vous avez mis en place, et cetera. Et ce côté relationnel, il est hyper important, hein, parce que il faut toujours rester à l'aise dans le milieu de l'entreprise si on veut pouvoir évoluer correctement. Et c'est plein de compétences, je pense, qu'on a à apprendre en audit. Oui, donc l'analyse, le relationnel et la rigueur, hyper important. Et après, bon, il y a aussi la culture du travail, hein. L'audit, si vous pouvez pas vous dire, tiens, je fais mes 35 heures et je pars du bureau. Parfois, vous avez des dossiers à rendre, faut les rendre. Euh, Qu'est-ce que ça t'a appris, l'audit? Tu vois, est-ce qu'il y a des éléments qui... Bon, tu dis que tu es plus à l'aise dans la lecture des comptes, tu es plus à Ouais. l'aise dans le fait que tu te poses des questions aussi. Bah oui, il y a ça, donc pourquoi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce qu'il y a un élément un peu marquant dans ton expérience, là, sur les quelques mois passés, où, je sais pas moi, tu as relevé peut-être quelque chose de bizarre, et de cette chose un peu bizarre, bah, la personne a mis dans l'entreprise, bah, je sais pas, des actions en place pour les corriger, par exemple? Je sais pas s'il y a des choses comme ça. Hem, Ou en tout cas une mission, voilà, tu te dis, ah, j'ai bien aimé travailler là-dessus pour que un junior ou quelqu'un d'un peu plus novice puisse se projeter. ouais, je réfléchis à ça. Hem, mmh. Peut-être pas forcément, hein, tu vois. Mais c'est surtout, en fait, des petits points. Ok. C'est pas forcément toujours des dossiers entiers Oui, sur oui, lesquels oui. on va se dire, «Waouh, là, il s'est passé plein, plein de choses». Souvent, c'est sur un dossier, vous allez avoir un point où là, tiens, on va essayer de relever. Ça peut être, heu, je sais pas, on avait un sujet pour des magasins de jouets, Ok. des sujets, donc c'est de la grande distribution, il y a toutes les questions de vol, et cetera, qui peuvent se poser. Ah oui. Et ça représente une perte quand même non négligeable pour les entreprises. Et donc il y avait, toutes les questions d'indexer donc les salaires des gérants de magasins en fonction d'un indicateur justement qui soit en lien avec toute la perte de marchandises, Ah, ok, d'accord. ou, Ah, j'avoue. en fait, c'est des petites choses comme ça. J'ai pas forcément d'autres idées. J'ai rencontré d'autres cas, Ouais, mais ouais. je j'y pense pas, forcément. Mais c'est des petits points comme ça où on va se dire: «OK, ça peut être intéressant». Et souvent les travaux d'audit, ça peut hem, on peut revoir des choses plusieurs fois. Quand vous tombez sur un cas comme ça, vous le gardez en tête, et là, on peut faire le lien avec le monde de l'entreprise pour plus tard. Hmm. Tiens, mais ça vous donne des idées. Ou alors même, un truc qu'on peut faire, c'est avoir un petit carnet, se dire, «Tac, j'ai rencontré ça, tel problème, telle solution», et ça apporte plein de choses. Ouais, je Hem, comprends. L'audit, c'est vraiment un accélérateur tu modélises tellement de business, tu rencontres tellement de gens différents que ça fait vraiment progresser. Je pense que c'est une super bonne école. Généralement, on est en audit quand on a un bac plus 5, quoi. Comment toi tu fais pour rentrer? T'as même pas validé ton DCG encore, que avril 2025, t'arrives à trouver une place en CDI en audit. ouais, alors ça, c'était justement une difficulté parce que J'imagine, ouais. j'ai envoyé mon CV dans quelques cabinets et tout ça. Alors entre les cabinets qui disent: «Bon, ben, nous, on prend pas», souvent c'est en dessous de bac+4. On prend pas en dessous de bac+4. Nous, on a déjà l'équipe qui est complète parce que je demandais à arriver, pendant la période, en Ah fait. oui. Donc il y a un certain nombre de cabinets qui ont les équipes déjà faites. Et puis, moi, j'avais un ami dans ma classe qui me dit: «Beh, moi, dans mon cabinet, là, ils cherchent un auditeur». Et je dis: «Beh, OK», j'envoie mon CV, et on me rappelle, 2 heures après, je crois. Ok. Donc je me dis: «Vraiment top». Je décroche: «Oui, c'est l'associé, on aimerait te voir la semaine prochaine». Et donc, je me dis: «Nickel, j'y vais». Et puis là, Comment tu donc te prépares à l'entretien? Parce que du coup là, t'as pas d'expérience. Comment tu ouais, fais? bah, alors là, à part mettre en avant le fait que j'ai eu une première expérience en audit, et dire que c'est ce que j'ai envie, en fait, de faire, mais il y a pas grand-chose à préparer. Chaque fois, les premiers entretiens comme ça, quand on n'a pas d'expérience, c'est plus une attitude. Ça va être de montrer, dire: «OK, ben en fait, j'ai vraiment envie de faire ça». L'entreprise, elle se dise pas: «Bon, il va arriver, il veut il veut valider soit les semaines pour son DSCG, ou soit il il Mmh. va faire ses heures, il va partir, machin». Non, l'entreprise, elle veut quelqu'un, qui aime vraiment son travail, qui soit sérieux, qui, aime apprendre des choses. En audit, c'est hyper important parce que vous pouvez avoir même votre DSCG.
vous allez avoir plein de cas, vous pouvez juste pas connaître. Parce que c'est comme ça, les entreprises sont toutes différentes, on peut pas connaître. Et donc, c'est plus l'attitude. Et si vous montrez que vraiment, vous êtes le candidat, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous présentez bien, ben là, il n'y a pas de sujet. Et puis après, deuxième point, comment est-ce que j'ai trouvé, ça c'était la partie interview, comment j'ai trouvé, ben, ça, tout simplement, je suis tombé sur un cabinet, donc le cabinet AJC, qui a l'habitude de prendre des juniors, des jeunes, et il y a un certain nombre de jeunes en fait dans ce cabinet et qui apprennent. Il y a des alternants, des stagiaires, etc. Et en fait, ils apprennent et les seniors, les managers savent que ça se passe comme ça. Ils jouent le jeu et puis il y a une Trop bien. certaine synergie. Trop bien, trop bien. Alors revenons à cette partie Alban. Ok, donc tu fais ton stage en DCG. Il y a l'audit. Attends, je reprends un peu, que j'essaye de me ressouvenir de tout ça. Tu passes, on va dire, tu repasses la comptabilité pour que tu puisses avoir des points d'avance. Tu fais le droit fiscal et tu fais le management. Et puis après, comment tu structures ton année de DCG? Est-ce que tu sais que tu vas passer ton DSCG après, une fois que tu rentres en DCG? Non. Sérieux? Je sais pas encore que je vais passer mon DSCG. En fait, je commence en me disant, tiens, je vais partir en école de commerce, en master. Je me suis dit, ben allez, ça va. L'école de commerce, c'est bien parce que ça fait un réseau, ça ouvre, etc. Ça ouvre à l'international. Et, et puis, j'ai vite vu qu'au départ, moi, j'étais pas bon en anglais. Donc, je me suis dit, ah, là, ça va poser problème. Soit je vais devoir aller dans une école qui me plaît pas, soit je vais pas être accepté dans les bonnes écoles. Donc, j'ai commencé à réfléchir et en parallèle, encore une fois, avec la responsable du supérieur Tivoli, donc l'établissement où j'étais, je discute et elle me dit, mais tu sais, tu peux le faire aussi en un an, donc le DSCG. Je me dis, ok, bon, ben, je vais aller en DSCG et déjà, je vais gagner un an de plus par rapport à 2 ans en école de commerce. Et puis le temps passe et je commence à la phase d'activation, de m'intéresser vraiment au DSCG. Je commence en début d'année, début 2025 donc. Et au départ, je me dis, je vais passer une ou deux matières. Comme ça, je vais alléger mon année de DSCG. Donc ça veut dire Et qu'en fait là, tu prépares le DCG et le DSCG en même temps là. oui, Ah ouais. donc je suis un petit peu sur les deux. Et d'ailleurs, j'ai des profs qui étaient à moitié contents parce que j'étais souvent absent en cours. Je leur disais, là, je pars, il faut que j'aille travailler, etc. Donc, bon, Donc en fait, toi, ça veut dire que quand tu révisais le DCG, t'allais un peu plus vite que tes petits camarades qui étaient à l'école en fait. Ça veut bah, dire que quand tu vas réviser par exemple le droit social, bon, eux ils sont à 30% du programme, toi t'es déjà à 65 quoi. mais plus vite, j'aime pas trop ce terme plus vite parce que je vais pas plus vite que quelqu'un d'autre, mais je travaillais plus. En soi, ça revient au même. Oui, mais du coup, tu mets plus d'intensité, forcément. Alors, si je reprends un peu, si je retraduis un peu les trucs, toi, tu vas chercher l'efficacité, donc tu vas pas chercher à être Ouais. parfait. Donc, forcément, quand celui qui cherche à être parfait, du coup, il va travailler un peu plus pour être parfait, forcément. Oui. Donc, du coup, toi, tu vas t'arrêter à un certain niveau, mais tu sais que ce niveau, pour toi, il est acceptable, c'est OK. Ouais. Un petit peu. Pour le coup, ça me fait un peu rire parce que ça ressemble à de l'audit. Il y a un certain niveau de travail. Pour aller chercher le demi-point en plus, va falloir travailler tant de temps, etc. Ah, je vois. Mais là, je mets NS, non significatif. OK. Donc voilà, Ah, c'est trop bien. comme on audit. Et puis j'avance comme ça. OK. Et donc ensuite, j'ai commencé début 2025. Et pourquoi j'ai décidé de même pas le passer en un an et de le passer directement en 2025, le DSCG? Il s'avère qu'un soir, j'étais chez moi et je discutais avec ma famille et je leur dis pour rire, non mais au pire, je passe toutes les épreuves en fin d'année. Et puis là, je réfléchis, je me dis, mais Pourquoi pas? pourquoi pas? Et donc, j'avais déjà postulé dans un cabinet et,
Et puis je leur envoie un mail et je leur dis en fait je veux pas arriver en fin d'année après mon DCG, je veux arriver début avril. Ok. Pourquoi début avril? Simplement parce que les inscriptions du DSCG se terminent fin août et il faut 16 semaines pour pouvoir s'inscrire au mémoire. Ok. Et ça faisait début avril. Ok. Voilà, ça part d'une phrase un peu Donc c'est jetée un en l'air défi comme ça, en plein de discussions. Ouais, Ok. mais je me suis dit pourquoi pas, et puis au pire je le passe l'année suivante et de toute façon j'avais prévu de le passer en un an. Donc je perds pas de temps ou je Ok, donc là en fait, alors attends, parce que là si je refais bien mon geek des chiffres, donc tu fais BTS en 2 ans, tu fais DCG année 1 et 2 en un an, donc tu fais 3, et puis après, en parallèle de ton DCG, finalement tu prépares ton DSCG. Donc en gros, on peut dire que tu as fait un BTSCG, un DCG et un DSCG en 3 années, quoi. ça fait ça au final. Ok, ça fait ça au final. Donc, tu discutes le soir, tu dis, écoute, peut-être que je fais mon DSCG là. Euh, Là, tu viens de mettre une vision dans ton esprit. Ouais. Comment tu structures tout ça pour que ça puisse rentrer? Alors, il y a là aussi plusieurs phases. Faut toujours que ce soit cadré. Il y a la première phase donc d'activation. Je prends les manuels, tout ce qu'il y a de possible, les manuels, les fiches, les annales, et je feuillette un petit peu tout. Voilà, je construis des cours dans certaines matières, pas toutes, pour expliquer peut-être pourquoi. Et je commence juste vraiment à structurer. Là, j'apprends rien. Ensuite, donc ça, c'est à partir de janvier, de janvier à mars. À partir d'avril, le mémoire. Je me lance et il faut que je le rédige rapidement, du coup. Donc, je démarre et je fais la. Oui, parce qu'il faut la fiche d'agrément. Il faut la fiche d'agrément. Alors, ça, je suis passé. On peut passer par la maison des. Des examens. Oui, voilà, la maison des examens et le délai, il est début avril. Ok. Après, on peut pas. Mais il y a une possibilité pour pouvoir avoir un agrément plus tard, de passer par un professeur-chercheur, mais de son côté. Et j'avais un professeur, justement, mon prof de finance, de Monsieur Doglio, en DCG, qui, je savais qu'il connaissait du monde. Je lui envoie un message, je lui dis Monsieur, j'ai besoin d'un professeur-chercheur. Il me dit tenez, il m'envoie un numéro. Et puis j'ai trouvé mon professeur-chercheur comme ça. Donc Trop bien. ça, c'était efficace. Ok. Et j'ai rédigé le mémoire. Alors, moi, bon, sans entrer vraiment trop dans le mémoire, j'ai fait une partie donc revue littéraire et avec partie empirique. Et la revue littéraire, ça, je l'ai terminé dans le mois d'avril. Je me suis dit, allez, je m'y mets tous les soirs, tout le temps, je la rédige. Et je l'avais terminée en avril. Passé ensuite sur la partie empirique. Et là, j'ai dû la terminer en juin parce qu'il y a eu un moment de pause, puisqu'il y a eu les examens de DCG. Donc là, je m'étais dit, si je veux passer le DSCG, mais que je me rate au DCG, c'est la boulette. Ouais. Donc j'ai mis un petit peu de côté le DSCG pendant 3 semaines, un mois. Et je suis revenu donc sur le mémoire en juin. J'ai terminé le mémoire. Et puis là, Donc ça veut dire que là, Alban, jusqu'à juin, ce que tu as fait sur le DSCG, c'est que tu as préparé le plan. Tu as tout dégrossi, tu as vu tout ce qui allait être à voir, mais sans te charger mentalement avec de l'acquisition de connaissances. Ouais. Tu as défini un peu, ça va être quoi ton rythme de vie après le mois de juin, après les examens. Ouais. Mais par contre, tu as fait la partie du mémoire. Là, tu t'es dit, là, il faut que je le fasse. Oui. Ok, très clair. Donc, tu t'es concentré sur le DCG. Est-ce que là, Est-ce que tu as une moyenne générale? Est-ce que tu t'es dit, je vais aller chercher. C'était quoi un peu comment dire, ta vision sur le DCG? Là, t'en foutais, fallait juste valider. Après, tu avais quand même 16 points d'avance, donc c'est pas rien non plus. J'avais 16 points d'avance qui me permettaient sur les 5 matières restantes d'avoir 6,5 en fait sur toutes les matières. Donc, mais bizarrement, j'étais hyper stressé. Ok. Je me disais, parce qu'il faut jamais partir vraiment bien sûr. Trop sûr de soi. Je suis d'accord. Donc vraiment stressé. Il y a des matières, les matières dans lesquelles je savais que c'était mon point fort, type contrôle de gestion, compta. Ça, j'y suis allé léger un peu sur les révisions. C'était plus droit social. Droit social, j'aime pas du tout ça. Donc là, j'ai essayé de bosser un peu pour avoir la matière au moins.
Mais j'étais pas forcément confiant. Non, j'étais pas sûr de moi en fait. Bon, je trouve ça trop bien que tu sois pas confiant. Bon, ça c'est très révélateur hein, des étudiants un peu avec ton profil. Tu vois, je pense que des fois, peut-être on travaille un peu plus pour se rassurer parce que du coup, parce que sinon on n'est pas bien, on se sent pas à l'aise. T'as du droit social, donc du coup, en l'occurrence, t'as du droit des sociétés aussi. Oui. T'as du contrôle de gestion, t'as de la finance. Je sais pas s'il y a la validation là. Enfin, non, il y a pas la validation. Oui, donc c'est des yeux plutôt financières. T'as d'autres, l'autre en face, c'est plutôt des yeux littéraires où il faut apprendre. C'est quoi ta stratégie d'apprentissage? Parce que toi, t'es efficacité, efficience. Donc est-ce que tu apprends de la même manière? C'est quoi un peu ton Mais alors, modèle? déjà, contrôle de gestion, tout le programme de DCG, pareil, en BTS, on nous avait bien amorcé le truc. C'est vrai. Donc ça allait. Après, la compta pro, ça c'est compliqué. Faut juste pas prendre de retard dans l'année en fait. C'est pour le coup, je sais pas trop j'ai pas forcément appliqué de stratégie pour la compta pro, juste ne pas perdre de temps dans l'année, rester régulier. Là, c'était essayer de toujours comprendre les notions, hyper important parce que parfois apprendre les écritures, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que en fait, si vous avez toujours des cas un peu différents dans les exercices, ils vont vous poser le petit truc qui change, bim, on est perdu. Ah là, attends, parce qu'il y a quand même un truc qui me vient en tête là, que je viens. Dans ton histoire que tu es en train de me raconter, tu as commencé ton CDI au mois d'avril. Donc CDI, ça veut dire temps plein. Comment tu fais un temps plein et que tu arrives à faire tous tes yeux et tes révisions? Ah oui, on a sauté ce point-là. Oui, on a sauté ce point-là parce que tu me dis rester régulier, pas prendre de retard, mais du coup, ton planning, il a pas l'air d'être cohérent avec ce que tu racontes là. Tu vois en fait, déjà, faut savoir que donc début 2025, c'est en même temps où juste avant de postuler, en fait, j'avais une prof qui me disait Alban, t'as vu pourquoi tu viens en cours, pourquoi tu démissionnes pas? Et je lui ai dit ouais, c'est vrai, pourquoi je démissionne pas? Et donc je lui ai dit je démissionne et je vais en CDI en audit. Donc j'ai démissionné en fait du DCG. Ah ok, d'accord, je vois. C'est pour ça, j'ai démissionné du DCG donc fin mars pour pouvoir entrer donc en cabinet et mes révisions elles se faisaient donc à côté de mon travail, à côté, et le midi aussi. Le midi c'était rédaction du mémoire le midi. Mais ouais. Les amis, profitez. Quand vous êtes jeune et que vous aimez ce que vous faites, profitez-en parce que tu vois, tu peux faire des journées comme ça. Donc, est-ce que alors, tu vois, donc tout à l'heure, tu as dit, si on veut sortir des fois des trucs, bah du coup, on peut pas faire 35 heures. Des fois, il faut sortir, il faut rester plus tard. Est-ce que tu travailles le matin, travailles le midi, tu travailles le soir? Est-ce que tu travailles tous les jours du lundi au dimanche? Est-ce que tu bois beaucoup de café? Ou comment ça marche aussi, tu vois? Alors, parce que le but aussi, c'est d'apporter, tu vois. Moi, j'aime bien avoir des histoires qui sont singulières dans l'épisode de podcast. Mais il y a plein de gens, ils peuvent pas faire ça parce qu'ils ont une vie personnelle qui leur permet pas de faire ça. Toi, c'est quoi ta vie personnelle qui a permis de caser ce temps d'apprentissage, tu vois? Ok, donc de mon côté. Hein. Exactement, parce que voilà, il faut apporter aussi un peu d'équilibre. Alors, de mon côté, j'ai aucune contrainte. Ouais. Faut le dire, hein, j'ai pas de vie familiale, j'ai arrêté le sport. Parce que là, c'est pas parce que j'avais besoin de travailler, hein, je vais pas mentir aux gens. C'est plus le confort. Ok. Mais donc, oui, aucune obligation. Ok, donc, en fait, donc ça c'est important à préciser parce que dans le DCG ou le DSCG, il y a beaucoup de gens qui sont en candidat libre. Là, ils sont à temps plein et puis ils ont des enfants, des fois des enfants en bas âge. Bah, quand tu as des enfants en bas âge, il faut aller chercher à 17h30 ou 17h ou 17h30, 18h. Après, c'est le bain, après, c'est la cuisine, après, c'est. T'arrives, il est 21h, quoi, t'es rincé donc avec ta journée. Donc aussi quand t'as pas de contraintes ou peut-être t'habites chez ta famille et que bah du coup t'as pas les courses à faire tout le temps, ou bon, tu peux te concentrer un peu plus et donc t'as une énergie mentale qui est beaucoup plus focus. Donc ça c'est important aussi à préciser, tu vois. Ouais. Non mais oui, les gens qui font ça avec une vie familiale, ils ont beaucoup de mérite honnêtement parce que ça prend la tête. Mais oui, j'aimerais pas y être personnellement. Donc c'est bien aussi de pouvoir profiter du fait que les gens, ils ont du temps, ou les plus jeunes, ils ont du temps. Parce que quand tu as du temps,
tu peux aussi accélérer ta carrière. Toi, tu n'as que 21 ans et tu as déjà un master. Donc, en fait, en gros, si tu veux, pour avoir ton deck, bon, à 24 ans ou 25 ans, c'est fini, quoi. Enfin, donc, tu pourrais faire partie des plus jeunes qui ont le cursus, tu vois ce que je veux dire? Ouais, pourquoi pas. Mais Ah, ça, là, c'est peut-être un défi, ça, qu'on est en train de s'apporter. mais j'ai un collègue justement qui m'en a parlé. Il m'a dit vas-y, passe le deck, comme ça tu seras expert comptable super jeune et tout. Mais bon, c'est En tout cas, ça t'aiderait à obtenir ce que tu m'as dit tout à l'heure, voilà, cette indépendance, le fait de créer une entreprise, ah oui, etc. pour le coup, oui, ça aiderait beaucoup. Après, ça, pour en reparler, mais le deck, c'est peut-être trop limité à la France. Ouais, je C'est vois. pour ça. Ok. Mais, mais donc, pour revenir, on en était où? On en était où? On en était. Alors, donc, du coup, tu travaillais le midi. Donc, le matin, Ouais. le midi, le soir, c'est quoi la semaine en termes d'intensité de travail? Ça, j'ai besoin de savoir. Alors, donc là, c'est le point qui fâche. C'est le matin, j'arrivais au cabinet vers entre 7h30 et 8h, Ok. sachant que j'embauche à 9h. Ok. Et je m'envoyais donc une bonne heure de travail. Souvent, c'était pour le mémoire, en fait. Ok. Au début, c'était pour la rédaction du mémoire, parce que le matin, quand on n'est pas encore réveillé, bon, on peut écrire, hein. C'est pas comme quand on doit être concentré pour apprendre. Ah oui, je comprends. Donc c'est vraiment en fonction de son humeur, il faut adapter les matières. Ça, c'est un Ok. point hyper important aussi dont je pourrais parler après. Euh, mais donc le matin, voilà, une bonne heure de travail avant de commencer la journée. Ensuite, 9h, 12h30, peu importe, le midi, mon boulot. Le midi, j'avais tendance à on mange vite. Et ensuite, si je peux avoir une demi-heure de travail, je travaille une demi-heure. Parce qu'en fait, une demi-heure de travail, c'est rien en soi. Mais si vous pouvez rédiger, je sais pas, une demi-page de mémoire dans la demi-heure ou l'heure, entre midi et deux, bah, si vous faites ça tout le mois, etc., bah, vous allez avancer. À la fin, ça fait Ouais, du un coup, gros truc. si tu fais ça 5 jours par semaine, ça te fait 2h30 dans la semaine. 2h30 x 4, bah, ça te fait 5, ça te fait 10 heures. Donc, ça te fait plus d'une journée de travail 100% sur. Donc, en fait, finalement, avec ces cailloux, genre, tu fais des montagnes, quoi. Mais Tu oui, vois? mais c'est des petits moments où qu'il faut s'y mettre. Mais et sur le moment, c'est hyper compliqué hein, de se forcer, mais c'est un temps en fait, c'est quelques mois. Et donc il y a le midi. Ensuite, j'ai ma journée de travail et le soir, bon, le temps que je rentre chez moi, etc. Il est 18h30. Après à 18h30, là, en général, j'aime bien me poser, prendre mon goûter, me regarder une vidéo, un truc un peu bête sur YouTube, et après je me mets au travail. Il faut la petite pause quand même. Ouais, c'est clair. Et ensuite, donc, je m'y remets, je travaille. Et là, le soir, je, je travaille, je sais pas, jusqu'à 1h du mat. Ok. Mais ouais, c'est. Et puis après, je vais me coucher. Mais bon, au niveau du sommeil, c'est très compliqué. C'est ça le plus dur, je pense. Mhm. Parce que se motiver quand on n'a qu'une envie, c'est d'aller dormir. Parce que le lundi, mardi, mercredi, dormir peu, pourquoi pas. Mais à partir du jeudi, parfois, ça arrive quand on rentre du travail, une petite sieste, ça fait pas de mal, Ok. mais Donc là, c'est compliqué. ouais, bon, ça, c'est très, très intéressant parce que là, tu mentionnes quelque chose. euh, c'est que tu apprends à te connaître. Et donc, tu sais comment fonctionne la machine. Et donc, tu vas lui donner à la machine, donc en l'occurrence à toi, à ton cerveau, ce qu'il est capable d'encaisser. Et du coup, il faut être assez. Se regarder un peu et de voir à quel moment tes niveaux d'énergie sont bons ou pas. Toi, tu t'es dit le matin, donc je peux pas avoir une rétention d'information qui est trop forte, donc vas-y, je peux écrire. À midi, bah, je suis dans le flow, je continue dans cette phase de rédaction. Et puis bah, le soir, je sais que j'ai besoin de lâcher un peu. Et puis après, bah, du coup, je suis dans un état de flow et puis après, j'exécute. Mais je peux pas faire ça toute la semaine parce Ouais, que je commence à être fatigué. ben ouais, là c'est pour le coup, au bout d'un moment, enfin on est humain quand même, vous pouvez travailler autant que vous voulez, il va arriver un moment où ben, vous allez être devant votre cahier, vous allez juste dormir sur votre cahier. Ouais. Et du coup, Donc, comment tu le vis ça? Est-ce que tu dis purée, vite, faut que je continue ou alors tu lâches l'affaire et tu dis bon, bah écoute, va te reposer puis on verra demain? C'est quoi ta psychologie? alors ma psychologie, c'est de me dire, euh, chaque fois que j'étais fatigué, alors vraiment, quand vous êtes mort, Ouais, mais il faut dormir, parce ouais. que sinon, ça sert à rien. Sinon, le lendemain, je me réveille pas pour aller au boulot, et là, ça commence à être problématique. Ok.
mais c'est de se dire, ok, là, il y a les résultats du DSCG le 10 décembre. Mhm. Le 10 décembre au soir, est-ce que tu es capable de te regarder dans la glace et de te dire, je suis allé dormir? Mhm. En fait, non. En fait, c'était impossible. Pour moi, je regrettais ce moment où j'allais me regarder dans la glace, me dire, ouais, t'as dormi, t'es sorti avec tes potes, t'as fait ci, t'es parti en vacances, machin, et tu l'as pas. Ouais, tu vois, après, on peut raconter tout ce qu'on veut, toutes les astuces possibles et inimaginables. À un moment donné, tu l'as mis dans ton truc, il faut travailler, quoi. Et il faut exécuter, en fait. Si tu t'exécutes pas et si tu te mets pas en mouvement et t'agis pas, il se passera rien. Et puis, je trouve que tu as deux éléments où tu as de la chance, entre guillemets, mais ça, c'est encore une fois apprendre à se connaître, savoir ce qui nous plaît. Donc, quand on fait ce qui nous plaît, c'est beaucoup plus facile d'être résilient parce que tu vas plus te donner des bonnes excuses de travailler parce que en fait t'aimes bien. Par contre, faire ce que tu fais quand tu détestes, du coup c'est peine perdue, quoi. Tu vas souffrir, en fait. Mais complètement. Et j'en ai vu justement qui aimaient pas être dans la filière compta ou qui étaient parce que ça faisait peut-être 1 an ou 2 qu'ils faisaient pas d'études et leurs parents leur ont dit tiens, je t'inscris, tu vas y aller. C'est pas la bonne stratégie. La strat de c'est les parents qui choisissent ta voie, je conseille à personne. Oui, non, c'est clair, c'est clair. Mais je dis parce que ça peut paraître logique, mais je l'ai vu. Et je me disais, mais c'est dommage. Et après, oui, c'est toujours rester résilient. Et de toute façon, j'ai toujours eu cette impression, le DSCG rapidement, je préfère le faire rapidement plutôt qu'en 2 ans. Parce que, à mon avis, un sprint, c'est plus facile qu'un marathon. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, autant tracer, bim, on tourne la page, c'est bon, c'est fini. Ouais, après, encore une fois, c'est important de se connaître parce que tu vois, moi, je partage pleinement ton avis. Moi, ça me saoulerait aussi de me dire, je vais faire dans le temps, un peu, mais tout le temps. Moi, ça me gave, en fait. C'est pas ma psychologie. Moi, j'aime bien quand, ok, t'as un objectif et tu le défonces en X jours et puis tu passes à autre chose. Mais du coup, tu vois, d'avoir aussi toujours cette énergie au maximum pour tout ce que tu vas entreprendre, ça peut être difficile. Avec le temps, je dis bien. Au début, quand t'es jeune et que t'as ça, tu peux y aller, tu vois. Ouais. On continue la suite. Donc, t'as la phase du DCG. Ok, t'as démissionné. Ensuite, t'es au boulot, donc t'es full time. Mais tu t'organises pour, quand même, à mon avis, bien avoir bien 4 heures de taf par jour. Hein. Facilement, hein, j'ai l'impression. Ah oui, tu vois si on fait le calcul, ça, allez, on va être gentil, on va compter 1 heure entre le matin et le midi pour la fin de semaine où vous vous réveillez pas. Et plus le soir, si vous bossez de 19h à 1h, ça vous fait 2 journées de taf, en fait. Ouais, tu vois. Donc, ouais, tu vois, là, ici, c'est. Donc, en fait, c'est très important de voir ça. Et je crois qu'il y a une loi dans la productivité qui s'appelle la loi de Parkinson. En fait, tu vas tu vas réaliser une tâche en fonction du temps que tu t'es alloué pour la réaliser. Donc, si tu prends, tu te dis, j'ai 1 mois pour le faire, tu vas faire ça pendant 1 mois, quoi. Si tu te dis, j'ai 3 jours, c'est marrant, tu vas faire ça pendant 3 jours. Donc, en fait, la même chose, tu peux le faire d'un point de vue plus condensé. Donc, toi, t'as cette vision. Donc, ça, c'est bien. Tu manges quoi comment tu... Non, mais je veux dire, est-ce que tu manges des burgers tous les jours? Est-ce que c'est quoi un peu ton... Alors, t'es jeune, t'as 21 ans, donc le corps, il assume, il résiste mieux. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que t'as un truc justement pour tenir un peu mieux, tu vois? Non. Non, pour le coup, Kinder Bueno. Mais alors ça, c'est un truc... Allez, les gars, les filles, profitez-en quand vous êtes jeunes. Hein. Moi, à mon âge, à 39 ans, tu fais pas un truc pareil, hein, sinon je suis mort. Hein. Ah, mais justement, l'alimentation, c'est un point... je me fais souvent charrier par mes collègues. Parce que moi, pareil, gain de temps, et parce que ça me saoule de faire à manger. Box, direct. non, mais ça me saoule de faire à manger, donc juste la marmite, 500 grammes ou 1 kilo de pâtes. Et là, vous avez à manger pour 3 jours. Ok, écoute, voilà, c'est réglé. On s'embête pas. Ok, ça marche. Tu passes tes examens du DCG. Donc, tu fais une pause sur le DSCG, mais tu as quand même tout activé, donc tu sais à quelle sauce tu vas te manger. Ouais. Et comme tu as une bonne prépa sur le DCG, souvent on dit que le DCG, il est un peu plus dur que le DSCG. Alors, ça dépend, mais en tout cas, ça te donne un bon rythme, quoi. Tu as déjà modélisé la manière dans laquelle
tu vas te préparer pour la suite. Ouais. Dès que les examens du DCG sont terminés, tu fais quoi? Tu sais même pas si tu vas être validé ou pas, mais tu commences à réviser dès le mois de juin. Ah oui, faut surtout pas attendre d'avoir les résultats. Faut faire comme si on l'avait. Ok. Donc on démarre à fond. De toute façon, quand on est en juin, il reste 4 mois avant le truc, mais faut anticiper. Donc on commence à bosser. Là, il y a pas de forcément de règles en fait. On peut commencer par n'importe quelle matière. Moi, je conseille toujours, par contre, se débarrasser du mémoire. Ok. Ça, c'est hyper important parce que c'est une des matières qui m'a le plus stressé. C'est une charge mentale en fait. Mais oui, vous avez vos 6 matières et à côté, il y a le mémoire. Et le mémoire, la deadline, c'est pas la même en plus. Ouais. Donc, c'est 1 mois et demi avant. Donc, faut terminer ça. Et le mémoire, je crois que il était déjà bien clôturé, moi, à partir au résultat du DCG. Mhm. Donc, ouais, jusqu'au résultat du DCG, j'ai bossé surtout le mémoire encore, revoir les données de mes recherches, etc. Mais c'était surtout ça. Et puis après, il restait donc les autres matières que j'avais bien appréhendées. Et il me restait 3 mois. Et là, Comment tu fais? T'apprends dans quel ordre? Est-ce que tu fais 3 matières en même temps? Est-ce que tu fais les 6 en même temps? Est-ce que tu en fais 2? Comment tu t'organises? je me dis, si tu veux continuer, enfin arriver jusqu'au bout, tu gardes la même logique, c'est-à-dire toujours faire ce que t'aimes. Donc en fait, si un jour j'ai envie de faire du droit, je fais du droit. T'écoutes un peu ton émotion. Mais complètement. J'ai envie de faire du droit aujourd'hui, je fais du droit. Demain, apprendre par cœur, ça me saoule, j'ai envie de faire un peu de maths, je vais aller faire de la finance, de la compta. Et on alterne. Dès qu'on sent qu'on perd un peu en motivation, bim, on tourne. Ok, je vois. Donc tu hackes un peu à chaque fois les sujets pour te donner toujours un peu d'appétit sur ce que tu vas faire. Ouais, c'est ça. Exemple, si tu avais vraiment envie de faire du droit, tu t'es concentré sur le droit, du coup tu as pris du retard sur les autres. Est-ce que ça, le fait d'avoir pris du retard sur le MSI par exemple, ou le management et contrôle de gestion, ça t'a stressé? Et donc du coup, après tu reviens avec une intensité pour pouvoir avancer. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Alors ça marche en partie comme ça, mais oui, en partie, c'est le fait d'être en retard, forcément, ça booste parce que il y a le côté la peur qui pousse à travailler. Et parce que souvent je dis, on peut être stressé quand on est en retard sur une matière. Et pourquoi on est stressé? Parce que le stress, ça vient toujours de quelque chose. On stresse parce qu'on a peur de ne pas être prêt. Et comment ne plus être stressé? Ça sert à rien. On peut faire de la respiration, faut travailler, c'est tout. Mais si vous travaillez, vous serez prêt, vous serez plus stressé. Ouais, je vois. Donc c'est un peu mathématique, mais... Ouais, c'est très intéressant. Et alors, juste, je contrebalance ce que tu dis. C'est extrêmement vrai à 100%, je suis d'accord. Par contre, si on est stressé parce qu'on s'est aussi fixé un objectif qui n'est pas du tout adapté à notre vie personnelle, du coup, on veut faire quelque chose, mais notre contexte ne permet pas de l'atteindre. Du coup, ce stress, il est juste inutile parce qu'en fait, on va pas pouvoir y arriver parce qu'on n'a pas les dispositions et le schéma qui va nous aider d'y arriver. Donc ça, c'est très important parce que des fois, il y a des gens, ils sont stressés et donc ils se disent, et donc ils sont frustrés. Quand c'est ça, il vaut mieux lâcher l'affaire, se dire, genre, je vire une matière et du coup, je fais bien toutes celles qui restent, quoi. Ouais. Mais ça, c'est, oui, pour les gens qui ont un contexte, une vie personnelle différente. Parce que je le vois bien, en fait. Hein. Tu vois, chez les guides des chiffres, il y a plus de 16 000 étudiants qui sont inscrits, donc il y a toute typologie d'étudiants. Des étudiants comme toi, il y en a plein. Tu vois, il y en a quelques-uns, et je sais pas, ils révisent pendant 2 mois, ils ont 20 sur 20 une matière. Tu dis, OK. Mais tu sais, il y a un environnement qui fait qu'ils sont 100% focus. Et puis d'autres, voilà. Et ils ont validé 2 matières une année et ils sont super contents. Et c'est super, tu vois. C'est vraiment en fonction de chaque personne. Trop bien. Donc, je comprends cette idée de hacker un peu. Donc, tu switches. Donc, ça veut dire que tu n'as pas un planning fixe quand même, ou alors tu te dis quand même, sur chaque semaine, je dois avoir un peu picoré un peu de tout. Alors, pas au début, vers la fin. Au début, c'est vraiment... En fait, c'est un peu un entonnoir, les révisions. C'est-à-dire qu'on commence par le gros, et donc le gros, c'est le plus long. Au départ, je pouvais... je sais pas si c'est déconnecté ou pas, mais par exemple, je pouvais être sur le droit pendant une semaine. Okay. Toute la semaine, je fais du droit, je balaye tout le programme et je vois tout. La fois suivante, quand on va revenir sur le droit,
eh ben, il y a un certain nombre de connaissances dont on se souvient. Donc ça, ah oui, d'accord, ok. Donc, on écarte. En fait, pour vraiment, là, je parle concrètement, comme ça, on peut visualiser. Oui, bien sûr. Moi, pour le droit, j'utilisais des fiches et j'avais un code couleur. Donc, il y avait, je sais pas, le vert, c'est pour les connaissances absolues qu'il faut avoir. Ensuite, le bleu, c'est ouvrez les guillemets. Et le rose, par exemple, bleu, exception. Et rose, les différentes exceptions. Comme ça, c'est un peu visuel. Et puis, il y avait donc les différents chapitres. Et bien, au départ, vous allez voir tous les chapitres. Et avec le temps, tiens, tel chapitre, je l'ai quand même assez bien assimilé. Je le vire. Je ne vais pas le revoir alors que je le connais déjà. Et comme un entonnoir, donc, on vire les choses. Et à la fin, il reste uniquement quelques connaissances, quelques chapitres. Et c'est pour ça que je dis, au départ, j'alternais pas trop. Mais vers la fin, on peut alterner beaucoup plus. On peut tout voir dans la même semaine parce que l'effet entonnoir fait qu'il ne reste pas grand-chose. Attends, c'est très clair pour moi. Donc ça veut dire que si je reprends le cas du droit, parce que ça c'est quand même un gros morceau et il ne faut pas s'y prendre trop tard, sinon ça ne marche pas. Ouais. Tu vois tout. Donc en fait, c'est quoi ta méthode d'apprentissage ? Tu prends que des fiches, tu prends pas le gros bouquin, tu prends des fiches et tu te focalises sur uniquement cette ressource ? En fait, j'avais commencé, moi, par prendre le bouquin. Ok. J'avais pris le bouquin, je m'étais fait des fiches et tout ça. Et puis après, au moment de travailler, enfin vraiment d'apprendre, j'ai regardé mes fiches. Et là, je me suis dit, mais tu veux passer le DSCG en 3 mois, mais en prenant ça, c'est mort. Parce qu'en fait, le bouquin de droit, alors c'est mon avis, le bouquin de droit, il y a trop d'infos. Il n'y a pas besoin d'autant d'infos pour réussir la matière. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu arrives à cette conclusion ? Parce que je regarde je regarde donc les annales, très bien. Je cadre avec le cours et je me dis, mais en fait, là, les annales, à la limite, à un moment, ils vont te poser une question vraiment très précise, mais la majorité, Pareto, 80% de l'examen, c'est sur le gros. Voilà, là, tu pointes un point qui est très important, et là, c'est vraiment un message à tous les candidats, DCG, DSCG, c'est que globalement, les producteurs de ressources, quels qu'ils soient, que ce soit des écoles, que ce soit des profs, que ce soit des ouvrages, ils veulent couvrir au maximum le programme officiel, et des fois, pour se rassurer, eh ben, on va aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on se dit, on ne sait jamais. Sauf que toi, ce que tu as fait, c'est que tu as analysé la règle du jeu, et tu as regardé comment on joue la partie. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as lu les rapports du jury, et puis tu as regardé les examens. Et en regardant les examens, bah, du coup, tu t'es dit, OK, entre ce que je vois de l'examen et ce qu'il y a dans ressources, ça fait un peu trop. Ouais. Donc, je vais peut-être un peu plus simplifier. Et même si je me plante sur une ou deux questions, et ben quoi qu'il arrive, j'ai fait le Pareto, j'ai vu 20% des choses qui rapportent 80% de valeur, ça va. Et comme ton but, c'est pas d'avoir 20 sur 20, mais c'est de valider. Et du coup, c'est comme ça que tu as agencé aussi ton objectif. Ouais. J'ai bien retraduit ou pas ? Ouais, c'est comme ça. Parfait. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, OK, là, t'as fait une erreur, t'as perdu du temps à lire tout le bouquin. J'ai viré le bouquin, j'ai pris les fiches. Ok. Et voilà. Ok. Donc, sur les fiches, tu les vois toutes. Et puis après, quand tu vas refaire une autre phase de révision, est-ce que tu revois quand même, tu relis vite fait ou est-ce que ça reste bien dans ton cerveau ? Alors, la première fois, je les vois toutes. Sauf peut-être, il y a quelques pages que j'ai sautées, je sais pas, style fond de dotation, des trucs comme ça. J'ai dit non, mais ça tombera jamais, ça. Mais par contre, là, ce que je dis, c'est une exception. Il faut jamais sauter des chapitres ou quoi. Hein. C'est la pire chose à faire. Ouais, très bien. Rapport du jury, ils disent on fait aucune impasse. Hein. Mais aucune. Ça, c'est interdit. Sinon, ça veut. Vous laissez votre réussite au bonheur la chance. Hein. Ouais, et ça va pas. Mais ça va pas du tout. Très bien. Et donc, au départ, je lis tous les chapitres. Ensuite, déjà, je vais en virer un certain nombre parce que, et là, c'est là qu'il y a un côté intéressant. Il faut se rappeler que je viens de passer le droit des sociétés de DCG. Ah oui, t'as cette base en fait. Et oui. Et donc, en fait, il y a un certain nombre de chapitres, je peux me dire, allez, ça, c'est déjà fait en fait. Ok, pour info, les rapports du jury le mentionnent très bien. Pour passer le DSCG, il faut, comme prérequis, maîtriser le DCG. Donc c'est toujours plus facile, alors que c'est tout frais, quoi. Ça date de quelques semaines. Donc toi, tu t'es dit, je vais bien me préparer sur ce socle, parce que c'est ce que tu as dit en début d'épisode, ça va me servir, ça, pour la suite. Et donc je vais gagner du temps. Très bien. Hyper important. Et ça, c'est peut-être ce qui a fait la différence, je pense, dans mon implication en DCG entre le droit des sociétés et le droit social. C'est que dans l'UE1 du DSCG, il y a
une partie droit des sociétés qui est assez importante, Carrément. et la partie droit social, honnêtement, elle est assez faible. Donc, c'est ce qui un petit peu m'a permis de choisir entre telle et telle matière en termes de temps de travail. Ok, je vois. Et donc, pour revenir aux fiches, au départ, oui, on lit tout. Ensuite, j'ai viré les fiches que je connaissais déjà avec le DCG. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on enlève je sais pas, moi, par exemple, tout ce qui est IS, IR à l'international. Ça, j'ai vite compris le truc. Bon, je l'ai viré. Un truc une notion sur laquelle j'ai eu plus de mal, c'était que je me souvienne bien. Il y avait tout un truc de coopération ou de. Oui, voilà. C'était tout ce qui est fusion-acquisition, tout ça en droit. Là, j'avais eu un petit peu de mal sur des notions précises. Et donc, par exemple, c'est une fiche que j'ai gardée jusqu'à la fin de mes révisions. Ok, d'accord, Voilà. je vois, très bien. Donc, ok. Comment tu gères aussi après la suite? Tu vois, compta audit, c'est du solide, tu vois. Ouais. Comment tu le révises? Dans la même logique? Pas du tout. Ok, très bien. Là, justement, faut garder. Alors, pour moi, il y a trois. Il y a trois types d'épreuves au DSCG et deux épreuves spéciales. Les deux épreuves spéciales, pour les mettre de côté, c'est le mémoire et l'anglais. Ensuite, dans les autres matières, il y a trois catégories. Donc, le droit, c'est une catégorie parce que toute seule, parce qu'il faut juste apprendre. En fait, il y a une grande quantité, il faut apprendre. Voilà. Ah, c'est bien ce que tu mentionnes, c'est juste apprendre, quoi. En fait, tu vas réussir cette matière, c'est juste apprendre. Faut pas chercher midi à 14h. Mais je n'ai jamais fait un cas pratique en droit pour le DSCG. J'en ai pas fait un. J'ai lu les fiches Corois, mais j'ai pas fait d'exercice. Et donc voilà, ça c'est une première catégorie. Ensuite, deuxième catégorie, finance audit, enfin compta audit. Donc ça c'est la partie un peu mateuse. Et pour la partie mateuse, je me rappelle que j'ai très peu utilisé en fait de cours. Donc un petit peu l'inverse du droit. Et pour aller vite, parce que là on est pareil dans une logique gagner du temps, moi j'utilisais donc des fiches d'exercice, des énoncés et corrigés. Et là, j'ai juste, je prenais que les corrigés, je lisais les corrigés, je faisais pas les exercices parce que pour moi, c'était les exercices en corrigé, ils sont assez détaillés et ils apportent limite autant de connaissances que dans le cours. Et comme c'est de la pratique, ben on peut mieux comprendre les notions, je pense. Et donc, c'était directement les exercices, voilà. La pratique, en tout cas, vraiment faire les exercices à la place de lire les corrigés, c'est venu plus tard quand on se rapprochait de l'échéance des examens. Donc ça, c'est la deuxième partie où, oui, finance, compta audit, faut se focaliser un peu sur les exercices, les calculs. Ça embête beaucoup de gens, mais il n'y a pas le choix. Et la troisième catégorie, donc les deux matières de management, bah là, c'est un peu un mélange, en fait. C'est un mélange entre apprendre des notions et savoir les appliquer. Puis honnêtement, sur ces deux matières, je suis peut-être moins légitime pour en parler parce que j'ai pas eu des notes excellentes. J'ai eu en système d'information 8, alors que justement, c'est une matière, on a tendance à dire qu'il faut aller chercher des points. Et je l'ai mise un peu de côté par rapport aux matières qui me faisaient peur. Et management contrôle de gestion, j'ai eu 10. Donc après là, je pense pas avoir eu la meilleure méthode pour travailler. Je sais pas si je suis le plus légitime pour en parler. Ok, hyper clair. MSI, je trouve que c'est une méthode, je trouve que c'est une matière qui sera très bien réussie à des gens qui sont dans le monde professionnel depuis un certain temps. Je pense que même sans la réviser beaucoup, avec l'expérience du terrain, tu peux aller chercher des points, mais quand tu l'as pas forcément, bah du coup c'est beaucoup de connaissances théoriques aussi qu'il faut avoir. Et donc forcément, si tu les as pas, c'est très difficile à transposer le livre dans la vraie vie, quoi. Ouais. Tu vois, contrairement à de la finance où on te dit, bah calcul, compta audit. Je trouve que c'est plus théorique et ça peut être plus adapté à quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans le monde pro. Mais en plus, j'ai toujours eu l'impression que les cours de MSI, ils sont très théoriques, c'est vraiment le cours, alors que les examens, ils demandent d'appliquer. Et ouais, quand je voyais ça, je me disais, mais changez le cours. Ouais, et ben non. Donc, ok, très intéressant.
Donc là, il y a vraiment cette phase stratégique. Moi, je partage aussi. Moi, ça me fait penser à moi quand j'étais étudiant. Moi aussi, que, par exemple, les épreuves juridiques. Alors, moi, je suis mentor plutôt en compta, finance, gestion sur la plateforme Les Geeks des Chiffres. Mais en fait, là où j'étais le meilleur, c'était en droit, quoi. Mais du coup, moi, j'ai jamais fait de cas pratique non plus. Jamais. Juste, j'apprenais le cours. Par contre, je modélisais le cas pratique, je lisais comment on répond, tu vois. Ouais. Mais je faisais pas, quoi. Et puis, les autres, c'était vraiment l'effet inverse. J'ai exactement la même méthode d'apprentissage que toi quand j'étais étudiant. Ok. Très bien. Plus on s'approche des examens, est-ce que tu prends des jours de vacances? Est-ce que tu dis là, je dois être focus pendant 2 semaines ou pas? Comment ça marche aussi à l'approche? Alors, À quoi ressemble ton été aussi? l'été, c'était surtout des sacrifices, en fait. Parce que il y a la partie, enfin, les moments où il y a vos copains qui vous disent viens, on va à la plage, on va faire ci, tout ça, et bon, on peut pas trop. Et puis, j'avais surtout ma famille, et ils m'ont dit oui, tu veux venir cet été 2 semaines en Grèce, machin. Donc, vraiment, la meilleure chose pour déstabiliser. Ah oui, tu m'étonnes. Et là, faut surtout pas céder. J'ai dit, c'est mort. Moi, je reste à la maison, je travaille. En plus, j'avais pris, pour le coup, 2 semaines de congé durant l'été. Et je suis resté chez moi, j'ai révisé. Donc là, c'est vraiment la résilience, la capacité de faire quelque chose même quand t'as pas envie. Mais oui, en fait, là, j'aurais bien aimé être sur la plage et tout ça. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je suis capable, le 10 décembre au soir, est-ce que je suis capable de me regarder dans la glace? Moi, je pensais pas. Donc, je me suis dit, voilà, travailler à fond, comme ça, je donne tout. Et si je l'ai pas, c'est pas grave, j'ai tout donné, en fait. Donc, et ça, c'était vraiment l'idée principale. Ah oui, donc ça veut dire que toi, dans ta psychologie, tu te dis, je me fixe un objectif. Je vais tout mettre en œuvre pour y arriver. Et si j'y arrive pas, fine en fait. Parce que de toute façon, j'ai fait mon max. Oui, en fait, c'est ça. Mais c'est un petit peu bizarre parce que dans ma tête, je me dis, mais je me vois pas du tout ne pas l'avoir. Pas dans le sens où je suis sûr de moi, mais dans le sens où je veux vraiment trop, trop l'avoir. Ah, je vois. Mais pour le coup, je suis pas confiant. Ok, Et d'ailleurs, après les examens, je me dis, là, ça, c'était compliqué, machin, et tout ça. Et mais oui, voilà, se dire, on y va à fond et pas de regret, en fait. Ok, ça c'est très intéressant parce que quand tu fixes un projet, un plan, tu mets les ressources pour y arriver. Après, après toi, tu as fait ton max. Après, Oui, tu as fait les causes et la conséquence, du coup, tu as fait ce que tu pouvais. Si ça marche pas, ça marche pas. C'est pas grave, tu peux pas t'en vouloir parce que tu as fait ce qu'il fallait. Et en tout cas, tu auras appris et tu peux recommencer la fois prochaine parce que c'est pas grave non plus, quoi. oui, Tu vois, c'est au pire, on le passe l'année suivante. très clair. Mais Donc tu fais tes 2 semaines de congé en été. Bon, j'imagine que là tu vas ouais, autour du soleil. ouais, Pas la même, hein. ouais, On est d'accord. Et après, à l'approche des examens. Examen, c'est octobre. ouais, c'était le 21 octobre. Yes. Comment tu prépares et comment tu te sens au fur et à mesure? Est-ce que tu... Hmm. Alors, il faut savoir déjà que j'avais travaillé déjà depuis juillet, etc. Fin août, j'avais mes 2 semaines de congé. J'étais pas du tout prêt. Donc, c'est ça qui est stressant aussi dans le fait de le passer rapidement, c'est que tous les jours comptent et jusqu'au dernier jour en fait. Parce que on peut pas se dire quand on le passe en 2 ans, euh, le mois qui précède les examens, c'est pas le mois qui fait la différence. En fait, c'est tout le long, etc. Alors que là, mais comme on a très peu de temps, même les derniers jours comptent. Donc c'est hyper stressant. Et fin août, je suis pas prêt du tout, même mi-septembre en fait. Mais on continue à fond. On est dans le brouillard, mais on se dit, j'espère qu'à un moment je vais sortir de ce brouillard et j'espère que ça va être le plus tôt possible parce que ça commence à monter en pression. Mais donc, je fonce, je continue à apprendre les cours à fond. Et, et je pense que ça devait être à peu près mi-septembre. Là, je commence vraiment à sortir les annales. Donc, il y a un mois avant, je sors les annales il y avait 2021, 22, 23, 24. Donc, sur 4 ans, je sors les annales de toutes les matières. Et en fait, je l'ai fait. Je l'ai fait et alors, je sais plus dans quel ordre je sais plus comment je m'y suis pris, mais il y a eu une période
où vraiment j'ai pratiqué et une période où j'ai plus appris les réponses pour voir ce qu'on attend en termes de format. Mais c'est-à-dire que la pratique, elle est arrivée vraiment très tard quand même. Et elle est venue après le cours. Parfois, on peut se dire, OK, on a fait des cas pratiques et au dernier moment, on révise les leçons. Mais là, c'était plus vraiment au dernier moment, je pratique. Moi, je trouve que c'est une super bonne méthode, ce que tu as fait, parce que comment tu peux répondre aux questions si t'as pas la matière première, en fait? Ouais, Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que toi, dans ton histoire, et ce qui, je pense, est bien aussi, c'est que avant de réviser, tu as préparé le plan et que tu as vu, en fait. Et donc, comme tu as vu, quand tu révises, tu as quand même une projection mentale. Tu sais que la manière dans laquelle tu vas être interrogé. Et le jour où tu arrives avec tout ton amas de connaissances et que tu vois les annales, j'imagine que tu es un peu moins perdu. oui, en fait, alors ça dépend des matières, mais par exemple, droit, compta, audit, mais là, s'il y a une matière dans laquelle on ne doit pas être perdu, mais Ah, c'est c'est bien celle. celle-ci. Là, tu te retrouves face au cas pratique tout seul. Là, t'arrives pas à répondre, Mais là. non, mais Je connais rien. cette matière, faut pas justement se dire je connais rien. Il faut pas être surpris Ouais, c'est clair. parce que, enfin, Carrément. pour le coup, c'est tous les ans le même. C'est des cas pratiques différents, mais c'est tous les ans les mêmes questions. Ouais, ouais. Donc il faut les connaître. Dès que ça arrive, on démarre direct. Hmm. Mais donc ça, oui, ça, voir justement les annales, ça permet de bien se préparer. Mais pour la compta audit, euh, le cours, il m'a vraiment aidé comme, je sais pas, comme en management, par exemple. Mais par contre, il y a d'autres matières, par exemple le droit. Là, je trouve que il y a des questions qui sont un peu pièges. Et parfois, on a très bien la connaissance du cours, mais la façon dont la question est tournée Ouais, d'accord, fait je vois. qu'elle va aller vous piéger. Et alors moi, j'ai eu souvent ce problème, c'est que au vu de la question, elle vous emmène vers une connaissance, et en fait, bim, c'était pas celle-ci, c'était de l'autre Hmm. côté. Je vois. Et donc, pas forcément le cours, ça va vous aider, mais euh, je sais pas comment dire, parce qu'en fait, c'est un petit peu paradoxal. Parce que depuis le début, je dis il faut apprendre le cours à fond, à fond, à fond. Et maintenant, je dis, en fait, quand je faisais les annales, ça me rassurait pas forcément. C'est un peu bizarre. Mais vous avez toujours des questions, vous allez savoir y répondre, mais vous n'êtes pas serein parce qu'il y a des pièges, en fait, dans cette matière. Et alors, je sais pas si c'est un mythe. J'avais entendu dire une fois que justement, parce que ça, je l'ai remarqué dans plusieurs examens de droit, là où la première ou la deuxième question, justement, était un peu piégeuse pour déstabiliser. Je sais pas si c'est un mythe. Je suis pas sûr, mais en Je- tout cas, c'est la première fois que je l'entends. Mais Ah pourquoi? oui? Ouais, Ah, moi, je exactement. l'ai entendu. Je sais plus où est-ce que je l'ai entendu, Ok, mais je m'étais dit, moi, ça ressemble à ce que j'ai vu. ok, trop bien. Euh, Super, masterclass. Comment tu appréhendes les. Est-ce que. Alors, oui. Déjà, tout ce chemin, donc tu arrives, tu commences à sortir les annales. Le dernier mois, tu peut-être fais un peu plus de cas pratiques, ou alors tu lis beaucoup plus de cas pratiques pour t'assurer que c'est OK. Après, peut-être tu reviens sur les cours si tu sens qu'il y a un peu de jus de Ouais, connaissances qui est parti. ouais. C'est quoi un peu cette manière, c'est cette dernière ligne droite? Mais alors, cette dernière ligne droite, donc il y a les annales, et puis après, il y a revoir donc les cas pratiques en finance, compta audit, relire, les corriger, aller chercher vraiment le détail, hein, en taux noir. On va chercher le détail. Et alors, c'est bizarre, mais je vais faire référence à la méthode des J, justement. Mais j'avais un peu l'impression de faire une méthode des J, mais à l'envers. Ouais, je vois. C'est-à-dire que au lieu de la méthode des J, c'est on apprend au début, on va revoir le cours 3 jours après, une semaine après, etc. Mais là, c'était au départ, il y avait des espaces assez longs entre deux révisions d'une même matière. Et plus on se rapproche, plus ça se resserre, justement. Hmm. Mais parce que, Ouais, je comprends. voilà, Ok, je parce vois. qu'il reste moins de choses à Ok, apprendre. je vois. Mais à la fin, on va peaufiner, on va chercher le détail, donc, parce qu'on arrive au bout, tout simplement. Et c'est très compliqué en termes de motivation, parce que, par exemple, en droit, il y a un certain nombre de connaissances, vous allez les voir plein de fois. Au bout d'un moment,
ça saoule. Au bout d'un moment, on se dit, mais parce que. Mais en fait, Trop bien. dès qu'on apprend, et là, c'est parce que je fais ce que j'aime, on est content d'apprendre une nouvelle chose. Mais Je quand vois. on la voit 14 fois, on se dit, ok, C'est relou, c'est bon, je la connais. mais quoi. oui, on la connaît, Ouais, je vois. mais il y a le mot, on n'a pas forcément le mot-clé, parce qu'en droit, ça se joue beaucoup sur les mots-clés. Ouais, bien sûr. Et donc, il faut continuer. Et ça, c'est embêtant en termes de motivation ces dernières semaines. Comment ton entourage, il t'aide à ce moment-là? Parce que souvent, ça, c'est ton projet personnel, mais entre guillemets, on se fait jamais tout seul. Il y a toujours quelque chose dans notre environnement qui peut aussi nous aider. Est-ce que ta famille, tes parents, ils t'ont dit, bah écoute, on va te laisser tranquille, on va s'occuper de certaines choses pour que toi, tu puisses te concentrer? C'était quoi un peu ta relation? Ou alors t'étais dans ton truc tout seul et puis ça roule, quoi? Est-ce que t'étais soutenu ou ils disaient, mais en fait, là, tu délires, là, tu vois? Ou alors Ouais. ils t'ont vraiment dit, ouais, c'est cool. Ouais, alors, moi, depuis le début, ma famille, ils me disent, ouais, prends soin de toi. Enfin, là, t'es au courant que. Ça, On c'était te voit plus, au quoi. printemps. Au printemps, ils me disaient, mais là, ça va, là, t'es motivé. Mais en septembre, burn-out. Et Ouais, je ils vois. disaient, t'es foutu en septembre. Et tout ça. Mais c'était pour mon bien. Ouais, bien sûr, bien Donc, sûr. et bon, ben moi, comme d'habitude, j'écoutais personne. Mais par contre, au quotidien, hyper sympa. Hmm. Enfin, on m'embêtait pas. Ils étaient là quand j'avais besoin de discuter, parce qu'à un moment, il faut parler aussi à des gens. Ouais, Si bien vous êtes sûr. dans votre bulle, vous allez devenir fou. Et, je discutais avec eux, ils me demandaient quasiment rien à la maison. Ouais. Ils s'occupaient de beaucoup de choses. Ça, honnêtement, ça aide. Et tout à l'heure, tu parlais justement des personnes qui passent en candidat libre et qui ont une vie de famille, qui doivent s'occuper de tout à la maison. C'est sûr que c'est un obstacle supplémentaire. C'est D'ailleurs, vous pouvez retrouver cet épisode directement sur le podcast avec Mallory. Mallory qui est salariée à temps complet, avec des enfants en bas âge, et qui a décidé de passer son DCG et son DSCG en 100% en candidat libre, mais avec une vision très simple. Bah, je vais vers en 5 ans, quoi. Tu vois, une année chaque année. Et elle, bah, dans son temps, comme elle ne pouvait pas avoir un temps super extensible, parce qu'elle n'avait pas forcément, toi, tu prenais 30 minutes, parce que 30 minutes, c'était ça à prendre. Et puis, bah, elle, là, elle m'a dit un jour dans l'épisode, bah, en fait, moi, je faisais la stratégie des 5 minutes. Dès que j'ai 5 minutes, Ah oui. eh ben, je picore. Ah ouais. Et bah, du coup, 5 minutes tous les jours, au fur et à mesure, sur des mois et des semaines et des années, bah, du coup, ça te fait un volume. Tu vois. Ouais. Et donc, ça permet toujours d'être toujours au contact de la matière. Donc, ça, c'est intéressant. Ok, donc ton entourage, il t'aide. T'arrives à l'approche des examens. Alors, comment tu passes tes examens? Là, t'es comment? Alors déjà, mes examens, je prends 3 semaines de congé. Et je me dis, là, c'est le moment, je solde tous mes congés. Et donc, je prends mes 3 semaines. D'ailleurs, je me rappelle, je prends 3 semaines et je vois moins 7 jours. Là, ça va être embêtant pour la suite. Mais donc, je prends mes semaines et puis là, je révise parce que donc, il y avait 2 semaines de révision, une semaine d'examen. Je révise pendant 2 semaines. Et étonnamment, plus ça se rapproche et moins je suis stressé, plus j'ai hâte. Ok. Parce que je sais qu'une fois que c'est passé, ben Ça y c'est est, bon. ouais. C'est pas C'est les dans la boîte, vacances, quoi. mais Ouais. je vais être tranquille. Hmm. Donc, je révise et tout ça. Et je continue d'ailleurs pendant les 2 semaines de congé. J'alternais entre révision chez moi et j'allais quand même au cabinet pour réviser. Donc, Ok. j'étais en congé, mais j'allais au cabinet Ok. et j'ai un manager, il me dit, mais t'as rien à faire dans ta vie? J'ai dit, non. Mais donc j'étais là-bas à réviser et ça approchait. Je voyais que j'étais de plus en plus près, justement. Donc ça commence ça fait du bien, Ok. vraiment au moral. Je vais te poser cette question à 2 étapes différentes. Mhm. À la fin de tes examens, quelle est ton émotion et qu'est-ce que tu as appris et quel enseignement tu en as retiré de toute cette expérience? À la fin des examens, je dis. Juste des examens, Oui, pas du pas résultat. du résultat. Alors, ça, c'est. À la fin des examens, je pense qu'il y a une satisfaction énorme parce que déjà, je suis sorti du droit. Je suis sorti du droit, de la compta et de la finance. Je savais. Enfin, faut jamais être sûr, mais je me disais, si j'ai une mauvaise note, c'est que vraiment, c'est Ouais, je vois. vraiment très très chaud.
Le management, les 2 matières de management, j'avais pas forcément, une vision très claire de ce que j'avais fait. Mais donc j'étais satisfait. À la fin des examens, je me suis dit: «OK, c'était pas pour rien tout ce temps-là». T'as senti que t'avais fourni le taf. T'as senti que t'avais bien fait le job, en tout cas. Mais j'ai senti que oui, je m'étais préparé et que j'avais de la matière en fait à sortir. Ok. Je me suis dit: «OK, ça va, le correcteur, il va pas s'ennuyer, quoi». Ok. Donc j'étais content. Ok. Et puis, j'ai eu de la satisfaction, mais pas forcément d'enseignement à ce moment-là. Parce que je suis resté hyper prudent. Tu vas voir. Voilà, je me suis dit: «Écoute, sois pas confiant», parce que moi, c'est un truc, j'y crois à fond. C'est que quand on est confiant, on se prend une tôle, mais incroyable. Et donc je me suis dit: «Non, reste humble, L'humilité, c'est très important. hyper important». Hmm. Si on te demande comment ça s'est comment ça s'est passé, bah, tu dis ton sentiment, mais jamais en mode: «C'est bon, je vais l'avoir». Ça, c'est le genre de phrase, on peut pas dire ça. Et mais toujours prudent. Et en plus, dès qu'on a fini les examens, il reste le mémoire et l'anglais. Hmm. Ah oui, c'est vrai. Et donc c'est en fait, la partie des examens, c'est 3 jours, mais il y a quand même la pression pendant 1 mois. Oui, je vois. Parce que de C'est vrai. fin octobre à fin novembre, c'était l'anglais, faut rester attentif. Euh, à quoi ressemble ton agenda, du coup, à ce moment-là? Tu sais, quand tu les as finis, les examens. Ouais. Du coup, t'as pas l'impression que t'as grave du temps? Mais en fait, si, mais, mais c'est surtout que là, pour le coup, j'ai une baisse de. Enfin, j'ai envie de me poser. Ouais, ouais. T'es J'ai en- fatigué, quoi. Oui, je suis fatigué, j'ai C'est juste normal. envie de me poser et de pas me remettre au boulot de suite. Donc, le mémoire, honnêtement, je crois que c'était 2 semaines, 2 petites semaines après. Je pense que pendant 1 semaine, j'ai rien fait. Ça t'a fait du bien? Ou Ouais. alors, est-ce que t'étais vidé, quoi? Bah, si, ça fait du bien. Mais je sais, ça fait du bien, mais je me suis pas forcément senti Soulagé. plus heureux que Ouais, quand je je vois. révisais, en fait. Ok, je vois. C'est quand je révisais, j'étais pas malheureux. Et Oui, parce que. ensuite, Ouais. quand j'avais du temps libre, j'étais pas malheureux non plus. Ok, je vois. Donc ça n'a pas forcément changé. Mais par contre, oui, c'était un peu bizarre l'émotion, parce que ce sentiment de soulagement partiel, Je comprends. c'est ok, c'est Très clair. fini, mais non, en fait. Ok, je vois. Très clair. Donc Très, très clair. Euh, le mémoire, d'ailleurs, on en parle. Comment tu te prépares pour passer la soutenance? Est-ce que tu fais un truc béton? Est-ce que tu dis, bon, écoute. D'ailleurs, c'est quoi ton sujet? mon sujet, c'était les juniors et l'audit entre enjeux et difficultés de recrutement et de fidélisation. Ok. Donc, je sais pas pourquoi je suis parti, mais si, je sais. Mais c'est parce que, en fait, pour le coup, quand je discutais avec des professionnels du milieu, tout le monde dit: ouais, c'est compliqué. Tous les cabinets cherchent. On dit tout le temps: tous les cabinets recrutent, ils cherchent, machin, c'est compliqué, tout ça, il y a une pénurie. Donc, comment attirer? Voilà. Ok. C'est comme ça que ça m'est venu. Et, et aussi, je me dis, c'est tout bête, mais je venais d'arriver en cabinet, j'avais pas eu des années d'alternance derrière moi, donc pas d'expérience. Fallait que je trouve un sujet que je pouvais aborder sans expérience. Donc ça aussi, c'était une contrainte. Et, C'est trop bien. et donc, j'ai pensé que ce sujet était abordable pour quelqu'un qui n'avait pas d'expérience en cabinet. Donc, je suis parti là-dessus. Et donc le format, ça je l'ai dit, revue littéraire, partie empirique, avec une partie interview pour les associés de cabinet, une partie questionnaire pour les collabs, et ensuite, Mais voilà. pour la soutenance, est-ce que tu ramènes un PowerPoint? Est-ce que tu ramènes un Ah iPad? oui, Est-ce que tu ramènes un ordi? Qu'est-ce que ouais. tu fais? Qu'est-ce que tu racontes? Et comment tu structures ton oral? Comment tu t'es préparé à l'oral déjà? Sur Ouais. ces 2 petites semaines que tu m'as mentionnées. Et qu'est-ce que tu leur racontes? C'est quoi un peu la vision? Tu dis, je vais les amener sur quoi? Comment je vais faire pour réussir? Alors ça, oui, oui, c'était un petit peu flou pour moi, cette soutenance. Au départ, j'ai commencé à faire un PowerPoint trop court. J'étais accompagné par un professeur. Ça, faut le dire quand même. Le mémoire, je l'ai pas fait tout seul. Mhm. Et je pense que c'est hyper important, parce que c'est quand même, surtout quand on vient du BTS et qu'on n'a pas fait le mémoire de DCG, Ouais, ouais, c'est clair. C'est un gap. c'est compliqué. Hmm. Et, le prof, il me dit: oui, c'est
c'est trop court ton PowerPoint, etc. D'ailleurs, juste, je t'interromps juste vite fait. Oui. Moi, j'ai voulu faire un truc pour le mémoire de DSCG. J'ai remasterisé mon mémoire de BTSCG et c'est 6 sur 20, donc ça marche pas. Donc Ouais. je comprends que pour être accompagné, le gap, il est très, très différent. Ouais, non, mais c'est le gap, pour le coup, je l'ai vu, mais c'était incroyable. Et pour le coup, j'avais un prof, donc c'était Monsieur Doglio, c'était mon professeur de finance de DCG. Ah, bah, Monsieur Doglio, il te suit, hein, Mais il t'a bien suivi. il m'a bien suivi. Trop bien. Et donc, il m'a accompagné et chaque fois, il me disait là, des petits points. Parfois, je me disais, mais ça, c'est OK. Et il me disait, non, là c'est pas possible, machin. Et donc, il était strict, mais bon, je préfère ça plutôt qu'il m'envoie n'importe comment. Et donc, il m'a préparé. Et quand je lui ai envoyé mon PowerPoint pour la soutenance, il me dit, c'est trop court. Il me dit, écoute, c'est 18 minutes la soutenance et on veut une diapositive par minute, grosso modo. Et donc, je revois tout, je fais mes 18 slides. 18 slides. Et là, je me fais un oral chez moi. Et je parle pendant 35 minutes. Ah oui, d'accord. Et là, je fais... Ça, c'est impossible. Et donc, je l'appelle, il me dit, non, mais vas-y, fais-moi ton oral comme tu l'as fait chez toi en 35 minutes, et ensuite, je te corrige. Je le fais. Il me dit, ok, ça, tu vires ça, on s'en fout. Machin, c'est une soutenance. S'ils ont besoin de savoir, derrière, ils te poseront les questions. Là, c'est vraiment une présentation. Et donc, pour un petit peu dire aux gens comment était structuré mon oral, donc l'oral, les premières 18 minutes de la soutenance, grosso modo, c'est pourquoi ce sujet, quel intérêt, la structure, donc avec la partie empirique, quels outils de recherche vous avez utilisés, les répondants, les réponses, les préconisations dans mon cas. Ça s'applique pas forcément à tous les types de mémoire, bien sûr. Mais dans mon cas, c'était donc les préconisations et enfin les limites, les difficultés, tout ça. Donc voilà comment j'ai structuré ma soutenance. Et donc j'avais un PowerPoint. Ce PowerPoint, je l'ai imprimé. Je l'ai, comment on dit ? Spirale là. Avec oui, les spirales. Ouais. J'ai mis ça pour que ça fasse propre et tout ça. J'ai donné, ils en avaient un exemplaire pour chaque personne du jury. Et comme ça, le but, c'est d'arriver, faut être propre. Faut que le travail soit propre, faut arriver, être en tenue. Moi, je dis, il faut pas arriver forcément surhabillé. Costard, cravate, ça sert à... Je pense pas que ce soit valorisé, mais il faut arriver comme si vous faisiez une présentation à un client. Donc, c'est vraiment... Ouais, c'est le but. Hein. Donc, oui, comme en cabinet, présentation à un client. Et puis, ça passe très bien. Et en plus, ce que j'avais proposé, en plus du diaporama imprimé, c'est que pour faire pro, j'avais pris un ordi portable pour avoir mon PowerPoint et j'avais pris un double écran, comme ça ils l'ont aussi de leur côté, machin. Et faut les mettre, faut dire ok, voilà, on est sérieux, faut apporter de la qualité même par les petites choses. Ouais, très important. Donc là, pour moi, tu mentionnes deux éléments qui sont clés, pardon. Le fait que tu as Monsieur Doglio, Stéphane, que je salue aussi. Moi, je le connais pas, mais en tout cas, c'est bien parce que, en fait, comme un peu dans l'audit, quoi, il faut respecter les règles. Si tu dois respecter absolument les règles du jeu, si tu as 1 minute par slide, commence pas à faire 2 minutes, sinon tu vas avoir un problème. Et bah là, tu fais preuve aussi d'empathie. D'empathie où tu vas te mettre à la place du jury et le jury doit être bien. Donc si toi, tu as ton écran, mais que tu es derrière ton écran comme ça et qu'ils ne voient pas ce que tu racontes, c'est pas ouf. Donc tu leur donnes une version papier. On sait jamais s'il y a un truc qui va se casser la figure, un écran qui marche pas ou je sais pas quoi. Ouais. T'as cette facilité ou cette faculté et au moins ils peuvent te suivre en même temps. Ouais. Très clair. Trop bien. Le jour des résultats. Comment tu te lèves ? Est-ce que tu attends ce jour avec impatience ? C'est quoi la psychologie ? Est-ce que tu vas, comme beaucoup de candidats, dès 6h du matin, appuyer sur actualiser pour voir si on sait jamais, ça va arriver un peu plus tôt ? C'est quoi, à quoi ressemble cette journée ? Alors, déjà, les résultats, je les attends forcément depuis que j'ai passé les examens, même depuis que j'ai commencé à réviser, j'ai hâte ce jour. Mais vraiment, à partir du 1er décembre, je me dis, ok, plus que 10 jours. Je me rappelle, j'étais
ou 2 semaines avant, fin novembre, j'étais en clientèle, en déplacement et je me disais j'étais quand même focus sur les résultats et heu et 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 donc oui, je compte les jours. Je les compte et puis au bout d'un moment arrive la veille et puis je dis à mon père: «Bon, à demain, hein, c'est le jour J». Mais j'étais en clientèle. Ok. Donc et pour le coup, à 6 heures, j'étais pas là à regarder parce que j'ai passé le DCG, je sais comment ça se passe, ça tombe à midi pile Ouais, et pour le je coup vois. et alors ça, faut dire quand même que c'est génial parce qu'il y a des étudiants qui sont à l'université et tout ça, ils ont parfois leur partiel ou leurs Oui, c'est vrai. résultats qui tombent, ils ont une date et ça tombe plusieurs jours plus tard. Mm. Nous, on a de la chance, c'est quand même super bien structuré et il y a rien à dire. Mm. Et, donc, bon, je vais en clientèle, je fais mon boulot le matin et à 11h30, je dis à l'associé: «Oui, je peux rentrer chez moi, il y a les résultats». Elle me dit: «Beh, évidemment» et je vais chez moi et puis, beh, je me mets devant l'ordi et là, mon cœur qui s'emballe. Mais pour le coup, j'étais quand même, stressé, mais toujours, voilà. Après, là, tu vas savoir, là, donc tu vas voir si tout ce que tu as fait, Ouais, là, c'est quoi le verdict en fait? mais en fait, je sais pas ce qui me stressait le plus entre, voir si tout mon travail avait payé ou la peur de dépenser une année de plus. Ah oui, d'accord, Je je sais comprends. pas ce qui me Ah, c'est intéressant ça. Ok. et je pense que c'est peut-être le fait de perdre une année parce que pour le coup, moi, j'ai un rapport au temps, hyper, pour moi, c'est la chose qui a le plus de valeur Je et suis d'accord. cetera et donc perdre une année, enfin, c'est perdre une année mais en fait, c'était quand même le projet initial, de le faire en 2026 mais j'avais cette sensation de perdre une année. Et c'est ça, je pense, qui me faisait extrêmement peur. Et 5-10 minutes avant les résultats, là, mon cœur, mais qui s'emballe, mais j'ai jamais eu ça, en fait. Ok. Et comme quand, je sais pas, on va faire un footing ou quoi. Et je me dis, OK, là, détends-toi. Et puis, j'avais mis mon téléphone silencieux dans une autre pièce. Je voulais aucun message. Aucun Ok. message. Fallait que ce soit moi qui découvre le truc. Et je vais sur Cyclades et je regarde est-ce qu'il y a mon relevé de notes qui tombe et tout ça. Et je le vois pas. Je fais allez, ouvre-toi. Et en fait, j'ai réalisé après que c'était à 12h10 le Ok. relevé de notes. Et donc, je suis allé dans la liste des admis. Je descends. Et là, il y a le stress qui fait que j'arrive au P. Et je me dis, mais j'y suis pas, j'y suis pas. Mais oui, ben, le S, c'est après. Et, tout. Et Oui, d'accord, je vois. on stresse, on se retourne le cerveau pour rien. Et je descends. Et là je vois que je suis admis. Masterclass. Et là, Bravo. merci. C'était juste. Enfin, ouais, Comment, du coup, qu'est-ce que tu as ressenti là? mais en fait, j'ai tremblé. Au départ, moi, j'ai réagi comme ça. J'avais réagi comme ça aussi pour le DCG. C'est Ok. ça qui est bizarre. Je tremble et je me dis, mais c'est difficile de se dire, ça y est, je suis diplômé d'un master, parce que, ouais, avant, je regardais, je faisais waouh. Et puis là, on y est. Mais ouais, donc hyper content. La première chose que je fais, c'est que je me lève, je vais voir mon père qui est en train de travailler chez moi, qui était resté. Et je lui dis, il était au téléphone, je lui dis comme ça. Et il me fait, de quoi? Je lui dis, mais c'est bon. Bah là, il me félicite et tout ça. Et je reprends mon téléphone. Et là, je vois que ça commence à tomber, les messages de la famille, sur le Teams du cabinet, Ouais, ouais. ça part dans tous les sens et tout ça. Donc j'étais super content. Et, et puis là, l'après-midi, je suis retourné en clientèle. C'est trop bien. Après, ça continue, hein. Ok. Y a pas le choix. Trop bien. Quand même, est-ce que tu célèbres quand même? Parce que ce qu'il faut quand même, tu vois, Alban, bravo, tu vois. Parce que c'est pas une petite performance, c'est un gros truc que tu as fait, tu vois. Ça, je pense aussi, il Merci. faut être conscient. En même temps, c'est assez révélateur de. Bon, dans la vie, on n'a rien sans rien, quoi. Tu vois. Je pense que tu as aussi beaucoup sacrifié de ton temps, mais de ta vie personnelle. Mais en même temps, tu es jeune et t'as pas fait ça pendant 40 ans. T'as fait ça pendant un court laps de temps, en fait. Donc, je Ouais. trouve que ça reste acceptable. Par contre, tu redéfinis un peu les règles du jeu, tu vois. Parce que tu te dis, bah, en fait, c'est possible. Oui. Et, moi, j'aime bien cette phrase. Alors, ça fait partie de toutes les phrases qui reviennent dans la motivation et tout ça. Mais j'en discutais avec l'associé
d'AJC où je travaille. Et elle me dit, mais t'as pas de vie, enfin, sors et tout ça. Et, et puis je lui disais, non, mais en fait, là, c'est soit je travaille à fond, je n'ai pas de vie pendant mes années d'études, et puis après, je profite pendant 50 ans, Mhm. ou soit l'inverse. Mhm. Je vois. Donc, c'est des phrases qui reviennent souvent, mais je trouve ça tellement logique. Mhm. Et faut vite se débarrasser de ces années. Et ensuite, ben, on est lancé et on a notre vie, on est qualifié, donc on peut avoir un travail qu'on aime. À côté du travail qu'on aime, si on a un travail qu'on aime, ça veut dire qu'on va beaucoup travailler, on va être rémunéré pour ça, on va pouvoir avoir une vie personnelle confortable. Enfin, tout va ensemble. Donc, Euh, quand tu as validé ton DSCG, tu l'as eu. Est-ce qu'il n'y a pas une petite lumière qui s'est ouverte dans ton esprit où tu dis, bon, bah, c'est quoi la step d'après? alors la step d'après, je l'avais déjà avant. En fait, j'avais déjà prévu, je m'étais déjà dit, ok, le jour où j'ai le DSCG, je vais faire ça. Donc là, tu Maintenant, me parlais d'audit tout à l'heure. ouais, Je veux faire. Est-ce que c'est toujours ça? Parce qu'en fait, là, ton DSCG, tu l'as validé il y a un mois, en fait. Hein. Enfin, un peu plus maintenant. Tu vois? oui, oui, là je l'ai validé, c'est tout frais. Et mais je pensais déjà à la suite avant. Mhm. Maintenant, je me disais, la suite, est-ce que ça va être dans un mois ou est-ce que ça va être dans un an, 2 ans? Et donc la suite, je l'ai. Moi, je continue en audit parce que j'apprécie ça et je vois que avec le temps, en fait, on fait des choses de plus en plus intéressantes. Enfin, je conseille à tout le monde de faire de l'audit, mais j'aimerais aller voyager un petit peu. Ok. C'est pour ça que tout à l'heure, je tiquais un petit peu sur le deck, parce que le deck, je trouve que ça permet pas forcément de voyager autant, ou en tout cas, c'est pas nécessaire. Ils attendent pas forcément ça parce que c'est pas trop reconnu dans les pays anglo-saxons, etc. CPA, hein, il faut Oui, faire l'équivalent dans les pays anglo-saxons. mais c'est donc là, Hein. Voici la step d'après. tu m'amènes un petit peu sur le point. Là, je suis en train de regarder. J'aimerais beaucoup aller vivre à Sydney. C'est soit un pays ou une ville qui m'attire énormément. Mhm. Et donc, je suis en train un petit peu de gérer tout ça et j'espère pouvoir y aller si possible, dans les prochains mois. Et oui, l'objectif, c'est donc de passer là-bas le CA pour, euh, pour devenir expert comptable, ou commissaire aux comptes australien, enfin, tous les équivalences, quoi. Ouais, bien sûr. Et, euh, et donc, c'est ça la step suivante. Trop bien. Trop bien. Alban, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de podcast. Pour moi, c'est une véritable masterclass à destination des étudiants de DCG, DSCG, mais aussi des professionnels, parce que je pense que dans ton histoire, tu as quelques personnes qui t'ont aussi mis le pied à l'étrier ou alors montré une vision un peu différente. Je pense à cette responsable de l'établissement dans lequel tu étais, qui t'a dit mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Du coup, tu as peut-être un peu de manière inconsciente aussi encouragé dans ton objectif. C'est aussi ça l'intérêt d'être accompagné par des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent voir aussi s'il y a des gens qui peuvent être capables de faire ou pas. Et puis il y a Monsieur Doglio également que je pointe du doigt parce que il t'a aidé sur une partie et on se fait jamais rarement tout seul. On a aussi parfois un environnement qui nous aide en ce sens. Si tu avais un dernier conseil, Alban, à prodiguer à des gens qui nous écoutent, ou en tout cas voilà, de cette expérience de 21 ans, quelqu'un que tu as rencontré, etc. J'aime bien poser cette question à la fin de chaque épisode. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner à nos auditeurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en fait, finalement? Et ouais, c'est dans tout ce que vous faites, en fait, si vous voulez garder la motivation, parce que la motivation, elle se crée pas comme ça, elle sort pas de nulle part. Donc derrière, c'est un sens, vraiment, dans cette situation, un projet de vie qui, en fait, vous motive et qui soit pas uniquement l'objectif. Faut qu'il y ait quelque chose derrière Mhm. pour allumer cette flamme, quoi. Et ça, c'est la première chose, toujours avoir du sens, savoir pourquoi on le fait et avoir un projet. Il faut avoir une vision court terme, moyen terme, long terme pour Mhm. toujours rester cohérent, en fait. Jamais se perdre dans ce qu'on fait. Et ensuite, là, je parle pour la partie vitesse. J'ai toujours pensé que le regret est plus douloureux que l'échec. Mhm. Et ça, je l'ai abordé plusieurs fois dans cette masterclass. C'est ce qui permet de rester motivé, justement. Est-ce que demain, quand vous allez avoir
récolter les fruits, vous êtes capable d'assumer de récolter des fruits pourris, quoi. J'image un petit peu. Et puis la phrase bateau, mais qui revient toujours, ne jamais écouter les gens, en fait. Ne jamais écouter les autres. Alors, quand je dis jamais écouter les autres, c'est il faut écouter les autres parce qu'il faut pas se renfermer, mais toujours avoir le dernier mot, en fait, dans les décisions qui concernent votre vie. Parce que si vous écoutez les gens qui vous racontent ci, qui vous racontent ça, vous ferez rien. Et moi, on m'a dit plein de fois que c'était impossible, que voilà, il y avait l'intention, mais c'était trop dur. Et je les ai pas écoutés, j'ai gardé le dernier mot et c'est passé. Et donc, je souhaite à beaucoup de monde d'avoir de la motivation et surtout de comprendre pourquoi ils font ça. Pas uniquement passer les diplômes pour faire plaisir à leurs parents. Masterclass. Merci beaucoup, Alban, d'avoir participé à cet épisode. C'était un véritable plaisir pour moi. Je te félicite encore devant tous nos auditeurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. S'il vous a fait kiffer autant que j'ai pris de plaisir à le réaliser, eh bien n'hésitez pas à le partager, le liker, et je vous mettrai le profil LinkedIn d'Alban directement en description de cet épisode. Faites-lui un immense big up. Et puis, merci à tous. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!